Hello Josiane. Alors attends, je vais t'ajouter. Salut tout le monde. Alors Josiane, si tu peux m'envoyer ta petite demande, comme ça je vais pouvoir t'ajouter au live. Euh, Sinon, salut à tout le monde. Hop. Yes. Parfait. Hop. Salut tout le monde. Ah, Salut! comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Tu m'as fait trop peur. Je suis une coquine, désolée. Pour expliquer un petit peu à ceux qui sont sur le live, je lui envoie un message 10 minutes avant le début du live et elle me demande ah quoi parce que c'était aujourd'hui. Mais non, mais ça m'a fait rire parce que je me suis dit, quand j'ai vu ton message, je me suis dit, mais ça fait 10 minutes, enfin, dans 10 minutes, on est en live et elle me demande ça maintenant. Et c'était trop tentant, je suis désolée. J'ai envoyé un message aujourd'hui. Je me suis rendue après et je me suis dit bon c'est un peu de ma faute, mais c'est mon deuxième live que je vais organiser, du coup je suis encore un peu stressée. Et le fait que je sois envoyé, Désolée. j'ai failli lâcher. Mais sinon comment tu vas? Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Oui, oui, ça va. Je suis tellement contente d'enfin t'avoir en live parce que bah, on était censé faire ça depuis hyper longtemps Ouais. et t'étais censée être la première personne que j'allais. Ah. Et, Mhm. et en fait, quand je crois que je t'ai découvert il y a peut-être il y a quelques mois, c'est là que je t'avais Ouais. sur YouTube et tout, parce que j'avais trop aimé ton parcours et il résonnait tellement avec plein de choses que j'avais, que soit auxquelles j'avais pensé, ou soit des choses que je voulais faire, ou en fait Ouais. tellement de réponses et en même temps j'étais tellement touchée par toutes, mais je sais même pas si on peut dire galère, mais tout fait pour réussir à créer ta marque, c'est juste, c'est tellement impressionnant. C'est pour ça que Merci. je voulais t'interviewer parce que je trouvais que c'était trop intéressant et que Merci. en fait, je pense que ça pourrait aider énormément d'autres personnes parce que j'ai plein de personnes qui me posent ce genre de questions-là. Et d'avoir aussi un parcours différent, c'est juste trop bien. Donc, c'est Ouais. pour ça que j'ai préparé ça. Merci. Merci de m'avoir invitée. En tout cas, ça fait super plaisir. J'ai découvert ta chaîne, du coup, également. Et moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Je regarde tes vidéos aussi. Alors, Donc, merci, ça me fait plaisir. ok, trop, trop, trop bien. Euh, la seule chose que je pense que, je sais pas encore trop comment structurer ces lives entrepreneurs. Bien sûr, j'ai des petites questions. Mais je pense que ce qui serait bien de faire, ce serait de faire comme si je ne connaissais pas ton parcours et vraiment Ok. des questions hyper larges parce que je pense que la plupart des gens qui suivront ce live soit ne te connaîtront pas et du coup, s'ils tombent sur le live, ils auront la possibilité de vraiment découvrir un petit peu ton parcours et te poser D'accord. qui leur viennent à l'esprit. Donc, je Ça ne marche. te connaissais pas et te poser des questions assez larges au départ. Et je pense que plus ça ira, plus les gens aussi te connaîtront, apprendront à te connaître pour ensuite te poser les questions qui leur viennent en tête. Ça marche. Donc, la seule première question que j'avais, c'était vraiment juste si tu pouvais te présenter, vraiment présenter ton parcours scolaire et ton parcours professionnel. Et avant de... Bonjour, bonjour à tous, pardon, il y a Saloua qui mais ouais, vraiment de présenter ton parcours scolaire et ton parcours professionnel, parce que je trouve que c'est vraiment important, c'est quelque chose qu'on on met pas forcément en avant, mais je pense que ce qu'on a vécu avant impacte un petit peu le type d'entreprise qu'on va créer ensuite. Donc, vraiment, Ouais. présenter ton parcours scolaire et professionnel. Mm. Ok. Bah, donc, bonsoir à tous. Et encore une fois, merci de m'avoir invité sur ce live, Muriel. Donc, moi, je m'appelle Josiane. Je suis arrivée en France en 2011. Avant, je vivais au Sénégal. Donc, je suis arrivée dans le but de faire des études de biologie. Ok. Donc, je me suis spécialisée en biochimie et à la fin, ma dernière année, je l'ai faite en biotechnologie végétale. Du coup, c'était plus de la science sur les plantes parce que j'aimais beaucoup tout ce qui était matière naturelle. Voilà, je voulais en savoir un petit peu plus. Et surtout, j'étais très, très intéressée par la cosmétique. C'est un milieu que je voulais intégrer après mes études.
Ok. Donc, c'est pour ça que je me suis orientée comme ça. Mhm. Et à partir de ma deuxième année, j'ai commencé à ressentir l'envie d'entreprendre. En fait, c'est pas que j'ai commencé à ressentir cette envie-là, mais c'est que je me suis avoué le Ouais. fait que j'avais envie de créer mon entreprise et que j'étais peut-être capable de le faire. Donc, j'avais mon idée, un petit peu de projet qui me trottait dans la tête depuis ma deuxième année. Donc, c'était en 2013. Ok. Voilà. Et donc, juste après mes études, j'ai fini par créer ma marque de cosmétiques, Iwalewa. Enfin, juste après mes études. J'ai commencé à travailler sur le projet, on va dire. Mhm. Et du coup, tu as vraiment attendu la fin de tes études pour commencer à te lancer dans ton projet? Oui, en fait, pendant mes études, quand j'étais en deuxième année et que je me rends compte que j'ai vraiment envie d'entreprendre, c'est à ce moment-là que se crée le diplôme étudiant entrepreneur. Donc moi, j'étais hyper intéressée par ça, je voulais absolument le faire. Et j'étais avec une autre de mes amies avec qui j'étais très souvent à l'époque. Et je lui disais, voilà, c'est la première personne, je crois, à qui j'ai dit que je voulais entreprendre. Et je lui dis, bah, je suis très intéressée par ça, je devrais le faire et tout. Et accompagne-moi à telle conférence, ça va en parler. Et elle était un petit peu plus sur la réserve. Elle me disait, mais comment tu vas faire pour gérer ça avec tes études, nos cours, c'est hyper prenant, comment tu vas faire? Et enfin, je me suis laissée un petit peu, voilà, je me suis laissée embourber l'esprit par tout ce qu'elle disait et j'ai fini par ne pas le faire. Mm. Donc, je l'ai un petit peu regretté à un moment, mais aujourd'hui, je pense que si je l'ai pas fait à ce moment-là, c'est juste que c'était pas le bon moment, c'est tout. Total. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai attendu la fin de mes études pour me lancer. Mm. Ce qui est cool de voir, rien que dans ta présentation, c'est que du coup, tu as un parcours un peu plus qui se rapproche déjà un peu plus que le mien, par exemple, du milieu des cosmétiques. Et en fait, Mm. tu as expliqué la suite et je pense que c'est ce qui t'a permis d'être aussi persistante et persévérante dans toutes les galères que tu as eues après. Et quand même, tu avais cette approche un peu scientifique et tu pouvais un petit peu plus gérer cette partie-là. Mais bon, Ouais. c'est un peu du teasing que je fais, mais bon, continuons avec les questions. Au niveau de ta personnalité, tu te décrirais comment? Si par exemple, si tu devais te décrire en 3 mots ou même plus, mais comment est-ce que tu te décrirais en tant que personne? Ben, ça, c'est une question que j'avais pas vu venir quand même. Si je devais me décrire en trois mots, c'est Mhm. compliqué. Je dirais entêté. Ok. J'aime pas utiliser le mot entêté, mais honnêtement, si je veux être honnête, et d'ailleurs le deuxième mot, je dirais honnête, je dirais authentique. Mhm. J'essaye maintenant de filtrer un petit peu ce que je dis Mhm. euh, pour que voilà, enfin, je suis vraiment quand je pense à un truc, je vais le faire. Comme la blague tout à l'heure où je te disais, j'ai oublié que c'était aujourd'hui le live. Ça, c'est tout moi, tu vois. Et bah oui, entêté, authentique, et je dirais, je sais pas trop. Obstiné, ça va avec entêté. Pas dire entêtée, il faut dire persistante, persévérante. Il faut vraiment tout Oui, dire dans le positif. ça c'est tout moi. Enfin, Bah, le second, bah, je dirais, le troisième peut-être adorable, parce que quand même, voilà. Ou alors, pas du tout prétentieuse, pas du tout modeste pour le coup. j'ai l'impression qu'on a grave en commun. Là, par contre, sur le coup, je me reconnais tellement. Mais si, mais je t'assure, en plus, j'ai vu ta dernière vidéo et tu te décrivais un petit peu au départ. Je savais que tu allais faire cette tête-là, je sais pas pourquoi. Et tu te décrivais un petit peu au début et je trouvais qu'il y avait pas mal de choses enfin, on se rejoint sur beaucoup de choses, je trouve. Hmm, ok, ok. Bon. Euh, alors, rentrons dans le vif du sujet, un peu plus dans la partie entrepreneuriale. Est-ce que tu peux présenter ton entreprise aux gens qui ne connaîtraient pas ton entreprise et vraiment juste nous expliquer comment elle est née et pourquoi elle est née? Mm. Alors, ma marque Iwalewa, c'est une marque de cosmétiques capillaires. Hmm. Donc, on traite les cheveux qui sont très secs, donc bouclés, crépus, frisés. Et la particularité, c'est qu'on fabrique tout sur le continent africain. On prône la beauté éthique et on prône aussi la beauté minimaliste. Donc, on n'a que deux produits pour toute la routine capillaire. Hmm. Et comment est née cette marque? Donc, tout à l'heure, je disais que j'avais envie d'entreprendre depuis un petit moment. Et quand je me suis rendu compte que j'étais peut-être capable d'entreprendre et que c'était vraiment ce que je voulais faire depuis depuis l'enfance en fait, Hmm. c'est en lisant le livre de Shikoro Grow It sur comment s'occuper de ses cheveux. Et je sais pas, le fait de voir une femme comme ça écrire son livre, parce que moi j'aime beaucoup écrire aussi, je me suis dit waouh, elle a rien d'exceptionnel en vrai. Et Hmm. elle a quand même réussi à faire ça. Et moi, elle m'inspirait de fou à tel point que je lui ai même écrit.
Wow. Donc, c'est ça. En fait, j'ai tellement aimé son livre que j'ai eu envie de l'afficher dans une librairie. J'ai eu envie de le vendre, de le partager. Du coup, je me suis dit, ah bah non, il faut que je crée ma librairie, il faut que j'ouvre ma librairie, que je mette plein de trucs pour les cheveux, etc. Aussi, du coup, c'est pas que une librairie, mais bon. Et mon idée a un petit peu évolué au fil du temps. Et en 2016, j'ai l'opportunité de retourner au Sénégal pour mon stage de fin d'études. Et à ce moment-là, je décide de m'installer là-bas. Donc, mon stage n'est pas rémunéré. Et comme je faisais déjà mes cosmétiques moi-même, ma cousine m'a dit, bah, pourquoi tu vends pas ce que tu fais aux personnes? Parce qu'il y en a plein qui te demandent ce que tu utilises pour ta peau, tes cheveux, etc. Donc, j'ai commencé à vendre mes cosmétiques sous la marque Saine et Belle pour pouvoir avoir un petit peu d'argent de poche. Et de Saine et Belle, j'ai commencé à recevoir des demandes de personnes qui étaient en France, qui me disaient, ah, bah, comment on fait pour trouver vos produits? Et je me suis dit, tiens, bah, il y a peut-être une opportunité. En parallèle de ça, moi, la marque Sénébel ne me faisait pas vivre. Je cherchais du travail, j'en trouvais pas. Donc, je me suis dit, bah, comment je vais faire? Je peux pas juste rester ici et ne pas pouvoir subvenir à mes besoins. En plus, j'étais retournée chez mes parents. La frustration. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais retourner en France et monter ma marque, créer mon entreprise en bonne et due forme. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé, que je suis revenue, disons en France pour créer ma marque. Ok, ok, hyper intéressant. D'ailleurs, je sais que tu prépares une vidéo sur la première partie de la création de ta marque. En tout cas, tu nous as promis dans une de tes vidéos que tu parlerais du avant Iwalewa, de la première marque. Mais je disais ça comme ça. Non, bon, ok. Intéressant parce que déjà de l'autre partie est hyper intéressante. J'ai l'impression que la première partie est encore plus. Donc, attends ça. La première personne qui m'en parle, j'avais même oublié ça. Bah, d'accord, pourquoi pas. T'as vu là, j'ai revu certaines de tes vidéos et t'inquiète pas, je suis au taquet. Donc, merci. Bientôt, j'espère. Et non, bah du coup, j'aimerais savoir un petit peu. Est-ce que, bah, là, du coup, tu viens d'expliquer qu'au final, tu l'as fait toute seule. C'était vraiment mon autre question. Est-ce que tu as fait vraiment toute seule ou est-ce qu'à à un moment donné, tu t'es fait accompagner ou tu as eu des associés ou vraiment, est-ce que tout s'est passé vraiment enfin, tu as tout fait toute seule? En vrai, je suis associée. En fait, j'ai un actionnaire passif dans la société, donc il m'a apporté du financement, mais il n'intervient pas de façon opérationnelle. Donc, au tout départ, il m'aidait à construire le projet, donc à travailler sur. Il a fait la première matrice du business, du budget prévisionnel. Il a fait la première matrice. On a bossé dessus ensemble, mais par la suite, de façon opérationnelle, c'est moi qui ai tout fait. Après, enfin. Est-ce que je me suis fait aider? Bien sûr, parce que j'ai eu des partenaires, enfin, tout ça. Mais dans la société même, de façon opérationnelle, j'étais toute seule pendant longtemps, au départ. Et voilà, j'ai eu bah, les partenaires comme les laboratoires ou bien, ouais, donc des prestataires, quoi. Oui, oui. Mais est-ce que du coup, sur le long terme, tu te verrais, vu que tu as déjà eu quelqu'un qui a participé à la création de ton entreprise, est-ce que tu te verrais faire rentrer des actionnaires ou des personnes dans ton entreprise ou tu veux vraiment plutôt continuer toute seule? Bah, franchement, j'ai l'impression que chaque année, mon idée dessus change. Il y a des fois, j'ai envie d'avoir des associés. Je crois que c'est quand je suis dans le mal que je dis, ah, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui va partager. Et quand c'est au top de ma vie, je dis non, je gère. Franchement, j'ai besoin de personne. Donc, ça dépend de mon humeur. Mais de façon profonde, je pense que je pourrais faire intégrer des gens, mais il faudrait qu'il y ait vraiment un réel bénéfice derrière. Si je vois qu'à un moment, je suis dans ma société, que ça peut vraiment être un point levier de faire entrer des actionnaires, bah, pourquoi pas. Je pense que ce sera vraiment en fonction de qu'est-ce qui me permet vraiment d'aller de l'avant. Hmm. Mais j'ai pas vraiment d'avis dessus, hein. Ça me dérange pas d'avoir d'autres personnes. Après, c'est vrai que, enfin, je sais pas, ça me dérange pas d'avoir d'autres personnes. Ça dépendra juste de à quelle étape je suis dans ma vie et quel contrôle, quel degré de contrôle j'ai. Hmm. Ce sera surtout ça, en fait. C'est exactement ça, parce que c'est une partie, enfin, j'ai un peu peur de perdre, pas forcément le contrôle de l'entreprise, mais plus le côté où tes idées, en fait, tu seras moins guidé par tes idées, mais plus guidé par ce que les autres actionnaires de l'entreprise vont penser. Et c'est plus la Oui, partie qui me freine un petit peu, mais bon, je n'ai pas encore. ouais. Non, mais je comprends tout à fait, même là, avec mon associé, enfin, parce que même s'il n'intervient pas de façon opérationnelle, il a quand même un droit de regard. Après, enfin, c'est
on n'est jamais d'accord, hein. Je suis jamais d'accord avec ses idées. Je suis d'accord avec ses idées Ok. en moyenne 1 an après qu'il me les ait soumises. C'est 1 an après que je fais, ah ouais, on aurait peut-être dû faire comme ça, oui. Enfin, je l'avoue pas tellement, je dis, ouais, bon, c'était une idée comme une autre, parmi tant d'autres. Ah, Donc c'est vrai que ça fait peur effectivement de pas être, mais d'un autre côté ça peut être aussi complémentaire. Enfin, et c'est un regard extérieur. Donc voilà, franchement je pense que ça va dépendre à quel moment je suis dans ma vie, qu'est-ce que ça m'apporte et moi-même est-ce que je suis toujours attachée de la même façon à l'entreprise. Enfin, quand je dis attachement, c'est que par exemple, quand j'ai créé Scène et Belle, là, c'était vraiment comme un bébé, c'était mon truc, je voulais pas m'en séparer, alors qu'aujourd'hui, Iwalewa, je le vois vraiment comme quelque chose qui me permet d'évoluer moi dans ma vie personnelle et aussi professionnelle, quelque chose qui m'emmène autre part. Je vois plus comme, tu sais, mon précieux, quelque chose que je veux garder absolument, mais il faut que ça me fasse évoluer moi, parce que je veux pas, je crois que j'ai failli devenir esclave de l'entreprise. c'est ça. Le mot est fort, mais tout le temps être. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé mon compte personnel Josiane, parce que j'étais tellement assimilée à Iwalewa que je n'avais plus de moi, en fait. Et donc, j'ai commencé envie de me développer moi. Et ouais, donc je pense pas avoir le même niveau d'attachement maintenant qu'avant quand j'ai démarré. Non, non, totalement. Je comprends vraiment le côté. C'est un conseil aussi que je donne à d'autres personnes. D'ailleurs, j'ai eu un call récemment avec une personne qui voulait lancer sa campagne de crowdfunding et qui voulait justement remplacer son compte personnel pour le lancer en tant que compte d'entreprise. Et je trouvais que c'est Mm, une bonne chose d'avoir, de séparer un petit peu les deux et de mm, dire que tu peux être une autre entité si ton entreprise, enfin, les jours où tu n'es pas sur ton entreprise, tu es quand même toi et de pouvoir un petit ouais. peu détacher un Oui. petit peu et que ça te permet un petit peu de souffler ou juste de découvrir de nouvelles choses. Donc, non, non, totalement. Mm. Et pour en savoir un peu plus sur toi, ton entreprise et vers là où tu voudrais aller, dans le gros idéal, où est-ce que tu verrais Iwalewa dans quelques années? Ou quel est ton objectif, un gros objectif, même si il te paraît peut-être, il n'y a pas de, toi comme moi, on est prétentieuse, on l'assume, mais quel est ton gros objectif, enfin, lequel tu aimerais atteindre un petit peu? Quand j'ai démarré, quand j'étais à Dakar et que je cherchais du travail, que je travaillais en même temps sur Scène et Belle, j'étais grave en galère parce que je voulais absolument intégrer un laboratoire. J'étais en stage dans un laboratoire de biotechnologie. Je voulais, après mes études, intégrer un laboratoire. C'était la suite logique. Et enfin, dans l'idéal, je voulais intégrer aussi l'industrie cosmétique. Et j'arrivais pas à trouver de travail parce que je passais des entretiens avec des laboratoires qui me disaient, mais nous, ça fait 10 ans qu'on n'embauche pas. On embauche 10 ans pour une entreprise qui n'embauche pas. Et surtout, j'avais pas énormément enfin, de choix, en fait. J'avais pas énormément de laboratoires vers lesquels je pouvais me tourner pour postuler. Et moi encore, j'avais mon plan B qui était de revenir en France, mais j'ai fait mon stage avec d'autres camarades qui étaient là, qui ont enchaîné des stages pendant des années par la suite parce qu'ils avaient la même problématique que moi et ils n'avaient pas de plan B comme moi. Et ça, franchement, ça m'a dégoûtée parce que enfin, parfois, on nous dit oui, les afrodescendants, ils veulent pas revenir, ceux qui font partie de la diaspora, ils veulent pas revenir, etc. Mais c'est que déjà, on est un petit peu déphasé parce qu'on est parti pendant longtemps, on connaît pas le monde du travail et on n'a pas énormément d'options. Donc, c'est là que je me suis rendu compte, en fait, du réel souci de l'insertion professionnelle des jeunes parce on en entend beaucoup parler, mais le fait de le vivre, c'est Ouais. autre chose. Et donc de là, ma vision, ça a toujours été d'avoir ma propre usine en Afrique de l'Ouest, idéalement au Sénégal, pour voilà non seulement favoriser l'insertion professionnelle, Mhm. mais de deux aussi, moi je le verrais vraiment comme un centre où vu que j'étais sur Scène et Belle à côté, je voyais mes autres collègues parce que c'était un petit réseau vraiment super sympa avec les autres créatrices de marques qui avaient aussi du mal à s'exporter. On avait plein de problématiques, les flacons, les matières premières. Encore ça va, mais dès que ça sort un petit peu, dès qu'on veut faire un truc qui dénote un peu pour se sourcer, enfin, ça peut commencer à devenir compliqué. Donc, ce serait vraiment pour moi un centre où j'aiderais aussi les personnes à s'exporter. C'est pour ça que je parle autant de réglementation sur ma page ou sur ma chaîne. Donc, ça veut dire que peut-être sur le long terme, tu travaillerais plus sur le côté B2B que B2C. Ouais, Oh, wow, ouais, ok. je me verrais bien comme ça, ouais. Je crois qu'on se rejoint pas mal sur ce truc-là, en fait. Pas forcément que moi, dans l'immédiat, j'aimerais plus toucher le B2B que le B2C.
Ceux sur le live, B2B, c'est business to business et B2C, c'est business to consumer. Du coup, soit vous touchez des clients, des clients qui sont des professionnels ou des clients qui sont des particuliers. Voilà. Et toi, tu aimerais sur le long terme potentiellement toucher plus des professionnels. Et je disais qu'on se rejoint pas mal dessus, pas forcément sur le fait que j'aimerais créer un espèce de centre, une usine pour aider d'autres personnes, mais plus sur le côté où j'aimerais vraiment aller au centre des choses et moi posséder mon propre laboratoire plus tard, posséder mes propres. Enfin, pour moi, c'est vraiment la base de pouvoir proposer Ouais. mon propre. Euh, Mm. c'est mon produit en fait. J'ai envie d'avoir mon Ouais. produit, j'ai envie de connaître tous mes fournisseurs, j'ai envie de maîtriser vraiment le corps, le cœur de mon business entre guillemets. Et c'est pas forcément le côté vraiment plus j'en vendrai, plus je serai heureuse. C'est vraiment si j'arrive à contrôler ça et Ouais. posséder, je serai trop contente parce que je pense que Mm. je vais aller beaucoup plus loin au niveau de ma vision. Donc c'est trop intéressant. Ouais. Et même en termes de stratégie de développement, tu peux pas faire autrement en fait. Tu restes tout petit, tu meurs littéralement. Moi, je le vois encore avec les labos où Mhm. t'as pas le contrôle parce que c'est pas toi qui fabrique et en plus t'es petit, donc tu fais de petites quantités, on s'en fout de toi. Mhm. Si tu passes pas une commande quand tu démarres, si tu passes pas une commande ou quoi, enfin c'est pas grave, il y en a des tonnes, il y en a plein d'autres comme toi, donc t'as pas le contrôle. Donc moi, je pense que c'est vraiment essentiel de posséder ces structures, comme tu le dis. Mais après, c'est vrai que c'est essentiel, mais c'est pas forcément rentable. En fait, ce qui m'a fait réaliser aussi que je pense que ça peut être intéressant de pouvoir posséder ses propres usines ou son propre laboratoire. C'est par exemple pendant le Covid, il y a plein d'entreprises, de très grandes entreprises qui étaient bloquées comme Nike, Adidas, qui étaient bloquées. J'ai vu ça en cours, je me rappelle, où ils nous parlaient on a étudié des cas comme ça et ils disaient que du coup, en fait, ils possèdent pas leurs usines parce que ça leur coûte moins cher de juste envoyer le produit, on le Ouais. fabrique. Enfin, Mhm. super flexible, ils ne perdent pas de coûts énormes en fabrication. Mais du coup, t'as pas de flexibilité. Et si demain, du coup, ton fabricant ne peut plus C'est ça. Ouais. foutu pour toi. Après, si t'es grand comme Nike et t'as beaucoup d'argent, ça peut passer. Mais c'est vrai que si t'es toute seule, d'ailleurs, c'est quelque chose qui t'a un peu passé. C'est qu'on a C'est vrai. dit tout à l'heure, mais on va aller dans les questions. Mais du coup, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a fait vraiment te focaliser sur l'Afrique et te dire que tu voulais réellement créer tes cosmétiques en Afrique? Je voulais du fait que j'avais ma vision enfin de favoriser l'industrialisation en Afrique. Dès le départ, je voulais partir en Afrique. Mais mon associé, il était un petit peu plus réticent parce qu'il me disait, en termes de logistique, comment on va faire, etc. Il est un petit peu plus raisonnable que moi en général. Donc, il m'a dit, mais comment on va faire? C'est chaud, etc. Et effectivement, en faisant les recherches, je me suis rendu compte que c'était vraiment chaud parce que la réglementation, il y a beaucoup de choses que je découvrais littéralement. Et donc, je me suis dit, bah, dans un premier temps, je vais faire fabriquer mes produits cosmétiques en France. Et puis, dans un second temps, là, quand je maîtriserai un petit peu plus les choses, bah, j'irai en Afrique. Sauf que il fallait absolument que je source les matières premières sur le continent africain. Bah, d'une, parce que, enfin, où tu veux trouver du beurre de karité ou des choses comme ça. Et de deux, c'était quand même une manière de mettre à contribution l'Afrique parce qu'au Sénégal, je vendais beaucoup le local, le fait ici. Donc, ça dénotait de ce que je faisais avant. J'aurais pas été à l'aise avec ça. Mhm. Et bah, qu'est-ce qui m'a fait pivoter? C'est juste une mauvaise expérience, en fait. Quand je recherchais les laboratoires, je suis tombée sur un laboratoire qui était prêt à me suivre, Mhm. qui m'a dit, ah bah nous, on peut fabriquer vos produits, il n'y a pas de souci. Mais quand je leur ai dit qu'il faut absolument que mes fournisseurs viennent du continent africain, là, le responsable du labo s'est complètement braqué. Il m'a dit, ah ben non, les Africains, ils savent pas travailler. Nous, on travaille pas avec des matières qui sont pas de qualité. Mhm. Mhm. Et le pire, c'est que j'insistais. Donc, je lui disais, bah non, enfin, où est-ce que vous allez sourcer le beurre de karité, tout ça. Enfin, moi, dans le cœur de ma stratégie, en fait. Je peux pas faire autrement. Et il me disait, bah ok, faites ce que vous voulez, mais dans ce cas, on vous fait signer une décharge comme quoi les produits ils sont pas bons, mais c'est de votre faute en fait, parce que c'est vous qui avez voulu sourcer de mauvaises matières. Et ça m'a carrément énervée. C'est là où j'avais eu envie de lui prouver en fait que c'était possible de fabriquer les cosmétiques de bonne qualité sur le continent africain. Donc à un moment, je lui donnais plus de nouvelles ou je lui ai dit non. Finalement, je lui ai dit non. Il m'avait appelé pour me dire ah bah finalement c'est comment est-ce qu'on poursuit ensemble et je lui ai dit non. Bah j'ai décidé d'aller sur le continent africain et de faire Ou- fabriquer mes produits cosmétiques là-bas.
Mhm. Il a dit OK, puis il m'a rappelé spécialement pour me dire mon projet allait échouer, Oh mon Dieu. Mais sérieux? pour me dire ouais que ça va pas marcher. Déjà la réglementation se durcit tout le temps, c'est encore en train de se durcir. Vous allez voir, vous allez avoir plein de problèmes, machin. Je fais bon OK. Mais waouh, un professionnel qui a que ça à faire de... Et surtout, il a en fait, Grave, écoute, grave. enfin, même si tu veux tester, tu vois ce que je veux dire, mais au final, Ouais, pour gagner son argent, le reste, il s'en fout un petit peu. c'est ça. Et, Mais oh, non, mais je pense que, enfin, après, j'ai raconté cette histoire aussi à ma coach en développement commercial qui est venue par la suite parce que je fréquentais un accélérateur d'entreprise. Et elle m'a dit, sincèrement, je pense, parce qu'elle aussi, elle me demandait, mais pourquoi autant le Made in Africa? Pourquoi? Et elle m'a dit, je pense que tu étais une vraie cliente potentielle. En fait, je pense qu'il était vraiment en recherche de clients. Et c'est pour ça qu'il m'appelait souvent pour me dire, alors, vous avez une réponse, alors, machin. Et je pense que j'ai touché son ego, en fait. Je pense que c'est vraiment un problème d'ego. Je crois que c'est rien d'autre que ça. wow. Il était fou. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais juste dire parce qu'il y a pas mal de gens qui nous rejoignent sur le live. Si vous avez des questions pour Josiane, n'hésitez pas à les poser directement en même temps. On essaiera de répondre aussi bien, elle essaiera de répondre aussi bien à mes questions qu'à vos questions. Je pense que ce sera hyper intéressant pour vous aussi qu'elle puisse répondre à vos questions en même temps. Donc n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. Et donc voilà. Mais c'est fou. Franchement, ça m'a dépassé. Quand justement j'ai vu cette partie-là dans ta vidéo, je me suis dit, mais à quel moment enfin quelqu'un fait fuir un client à ce point, tu vois. Enfin, après, je sais, on va pas se mentir, on sait que le continent africain, on n'est pas, il y a cette vérité-là que c'est pas hyper développé, les infrastructures ne sont pas toutes encore mises en place et que ça peut être compliqué, on va pas se mentir, mais à ce point-là, ça va quand même choquer. Vraiment. Ouais, clairement, Mais clairement. franchement, j'ai adoré quand tu as dit dans ta vidéo que justement c'est ça qui t'a motivé de lui prouver le contraire. C'est là qu'on voit qu'on est un peu pareil. J'aime trop montrer aux gens qu'ils ont tort, tu vois. Ouais. Ça a pu être une source de motivation pour toi encore supplémentaire pour te donner dans ton projet. Donc, non, non, c'est trop. Et du coup, par rapport à ça, là, on veut rentrer dans les trucs intéressants. Quelles sont pour toi, quelles ont été les plus grandes difficultés du fait d'avoir lancé ton projet justement en Afrique et enfin, plutôt d'avoir développé ton projet en Afrique plutôt que lancé directement. Bah, déjà, la réglementation, il a fallu tout apprendre sur le tas parce que trouver une entreprise, trouver un laboratoire qui travaille selon les normes européennes, c'était franchement pas gagné. Mm -mm. C'était pas gagné du tout. En plus, au départ, mes recherches étaient tournées vers l'Afrique subsaharienne, donc c'était super compliqué. Mm. Plus tard, enfin, en regardant, je sais même plus quelle marque je regardais. Enfin, j'étais partie dans des recherches, tu sais, quand tu tombes dans des recherches super loin sur Google et tout en bas de la page d'un site, j'avais vu Made in Morocco. Et c'est là que je me suis dit, mais punaise, le Maghreb, j'y avais jamais pensé. Pourquoi ne pas aller rechercher là-bas? Mm Et c'est là que j'avais trouvé quelques laboratoires. -hmm. Donc, à cette époque-là, même aujourd'hui, le Maroc est en train de se calquer sur la réglementation européenne, ça devient la norme. Mais avant, c'était pas du tout le cas. Il y avait très, très peu de laboratoires qui avaient cette certification. Et même le laboratoire que j'ai contacté, avec qui j'ai finalement continué, étaient en certification, en fait, quand je les ai contactés. Donc, ils ont eu le certificat à me présenter plus tard. Après, les autres difficultés, je dirais aussi bah, la distance, le fait qu'il faut vraiment savoir faire confiance parce que il se passe des choses. Tu dis? T'étais encore en France quand tu as développé, enfin, quand tu fais. Waouh, ok. Oui. J'étais en France quand j'ai eu les premiers contacts, j'étais encore en France. Je suis allée au Maroc pour la première fois. Je me rappelle juste de mon voyage, le sketch que ça a été. Mais je suis allée au Maroc pour la première fois lorsque on avait commencé à faire les premiers tests pour les formules. Donc, on avait déjà commencé à travailler un petit peu avec le laboratoire. Mm. Et donc, la distance, ça a été quand même compliqué. Et je pense que, enfin, je dirais pas que c'est ce qui m'a perdu à la fin, mais vu que le laboratoire, bah, ce qui s'est passé, c'est que le laboratoire avec qui j'ai travaillé a finalement mis la clé sous la porte à un moment où on devait faire notre production. Donc, je dirais que c'est pas la distance qui a fait ça, Mm. mais parce que j'y suis allée. Même le pire, c'est que j'y suis allée et je crois que c'est quand j'y suis. Enfin, je pense que je raconte les choses dans le désordre. Oui. Donc, oui. Donc, parce que comme je sais que tu connais l'histoire, je te parle comme si, voilà, mais j'oublie qu'il y a des personnes qui ne savent pas.
En fait, ce qui se passe, c'est que je contacte plusieurs laboratoires. Il y a Jeannette qui dit qu'elle a loupé une bonne partie, donc prends le temps vraiment d'expliquer, de Ah, le parcours. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en même temps s'il y a des parties que vous voulez qu'on revienne, enfin, sur lesquelles vous voulez qu'on revienne. Mais voilà, posez vos questions en même temps. Josiane, si tu veux bien prendre le temps d'expliquer vraiment quel a été ton parcours jusqu'à la formulation de tes produits. mhm. Ça marque. En fait, je contacte à un moment où je cherche les laboratoires. Donc, quand je sais que je veux lancer ma marque de cosmétiques, je recherche les laboratoires qui peuvent m'aider dans ce sens-là et qui sont en Afrique parce que j'ai eu ma mauvaise expérience avec le responsable du laboratoire et je veux absolument faire du Made in Africa. Donc, je commence à chercher en Afrique subsaharienne, en Côte d'Ivoire, à Dakar. Et ce qui se passe, c'est que je me rends compte que les personnes, en fait, n'ont pas la réglementation qu'il faut. Ils me disent, oui, on est certifié, etc. Mais même eux savent pas trop de quoi ils parlent parce que après, quand je leur dis, OK, ouais, votre certificat, ils disent, non, on n'a pas de certificat, mais c'est juste qu'on a un laboratoire, on a une paillasse, enfin, ils commencent à me décrire leur structure. Mais en fait, c'est pas de ça que je parle. Et en soi, d'un côté, ils ont raison parce que c'est pas tout le monde qui fait ces cosmétiques en laboratoire. Mais c'est que ici, ça ne suffit pas en fait. Ça veut pas dire que c'est pas bon ce qu'ils font, c'est juste que ici, pour vendre en France, ça suffit pas. Donc, à un moment, je décide de me tourner vers le Maghreb. Et là, je contacte plusieurs laboratoires. Il y a certains laboratoires qui étaient pas du tout réactifs, soit qui m'ont jamais répondu ou qui me répondaient genre des mois après. Et le laboratoire sur lequel je suis tombée était très réactif. Et j'ai beaucoup aimé, il y a eu un bon feeling avec eux. Parce qu'ils me répondaient et surtout, ils étaient en capacité de me créer les produits par rapport aux formules que moi j'aurais amenées. Les autres laboratoires avaient juste un catalogue en fait de produits, de formules qui existaient déjà. Produits que tu voulais juste adapter un petit peu à... Voilà, c'est ça. Et moi, je voulais apporter mes propres formules parce que je vendais déjà les produits au Sénégal et je voulais que, comme c'était des produits qui avaient fait leurs preuves, je voulais que ce soit les mêmes. Donc, eux, ils m'ont dit, oui, oui, on peut tout à fait réadapter les formules à l'industrialisation, les bosser avec vous, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai commencé à travailler avec ce laboratoire-là. Et à un moment, quand ça commençait à devenir un petit peu sérieux, j'ai décidé de partir au Maroc et de les rencontrer. Et je pense que ça, c'est super important quand on travaille à distance, c'est d'aller vraiment rencontrer les partenaires, d'aller visiter déjà les lieux et voir si effectivement, enfin juste créer du lien en fait, créer du lien parce que voir une personne, c'est beaucoup plus facile que tout le temps. Ça, c'est pas possible. Ça, je pense pas que ce soit possible de juste tout le temps téléphoner à la personne ou quoi. Faut créer du lien à un moment, surtout quand on parle de fabrication cosmétique. Pour d'autres choses, bon, on peut le faire à distance. Le Covid nous l'a bien prouvé. Mais quand il s'agit de faire des produits, je pense que c'est important de se déplacer, ouais. Non, totalement. Moi, ça m'a apporté d'autres pistes. À partir du moment où j'ai rencontré les gens de mon laboratoire, ils m'ont apporté d'autres pistes parce que ils ont découvert un peu plus sur mon profil, sur ce que je voulais dire. Et du coup, enfin, et t'as aussi les langues qui se délient. Et enfin, ils m'ont apporté beaucoup plus que ce que j'aurais eu par email. Donc, totalement. Du coup, t'as et oui, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah, je suis allée les rencontrer. Mon premier voyage, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi, mon premier voyage au Maroc. C'était la première fois que j'y allais. Et je n'avais pas souvent voyagé seule dans ma vie. Je pense que ce que j'avais fait seule, c'était peut-être Dakar, France, du coup. Mais j'étais un petit peu stressée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'ai été détenue à l'aéroport pendant 24 heures. Pourquoi? Oui. Bah, en fait, moi, je suis de nationalité togolaise à la base. Donc, j'ai besoin d'un visa pour aller au Maroc. Ok. Et à un moment, j'avais changé la date de mes billets, sauf que j'avais oublié que j'avais fait la demande de visa. Donc, mon visa, il était pour le 5 août, je pense. Il prenait effet à partir du 5 août, quelque chose comme ça. Et moi, j'arrive sur le territoire le 4 août. Ok, Et ils me disent, non, vous n'avez pas l'autorisation, vous n'avez pas le droit d'être ici, madame. Et en plus, on me donnait pas de réponse. Mais ça, c'est un mode de communication au Maroc. Enfin, ne pas parler. C'est ça, la communication. Donc, on me donnait pas de réponse. On m'a juste dit, attendez là. Et j'ai attendu pendant super longtemps. À un moment, je suis rentrée dans le bureau de celui qui était, je sais pas, le chef. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Et il m'a dit, ah, mais vous n'avez pas le droit d'être ici. Donc, on va vous retenir jusqu'à minuit. Comme ça, ce sera le 5 août et vous allez pouvoir partir. Et je lui ai dit, non, mais monsieur, écoutez, c'est pas possible. En plus, moi, du haut de
Je sais même pas où j'étais là. Je lui dis, écoutez, monsieur, ce n'est pas possible, ok? Parce que là, j'ai mon Airbnb qui m'attend, j'ai un chauffeur qui doit venir me chercher. Donc non, il m'a dit, ah, donc si vous voulez, vous prenez un billet et vous retournez en France. Comme ça, vous reviendrez demain. Ah, mais t'as du kilo quand même. Mais c'est bien, on sait jamais. Hein. Ça aurait pu marcher. Ouais, ça n'a pas marché du tout. Du tout, du tout. Et je lui dis, mais non, je vais pas rentrer en France. Il m'a dit, bah ouais, alors restez là jusqu'à minuit. Et non, mais c'était vraiment comme une détention parce que je n'avais pas le droit de me déplacer. J'avais le droit que d'aller aux toilettes. On m'a mise dans un petit hall avec d'autres personnes qui avaient d'autres problèmes différents. C'était trop drôle. Et la connexion Internet, je m'étais pas rendu compte, mais la connexion Internet à l'aéroport ne durait que 2 heures de temps. Okay. Donc, après 2 heures, moi, j'ai écoulé les 2 heures tout de suite, tu vois, parce que je pensais que c'était illimité. Mais en fait, je suis restée sur Internet pendant 2 heures pour dire déjà à ma famille, bon, écoutez, je suis en détention. Et après, je n'avais plus Internet, donc tu n'as plus rien à faire. Tu peux pas dormir. Parfois, on se couchait un petit peu dans les fauteuils, les sortes de chaises là, mais c'était en métal, c'était hyper pas confortable. Et tu fais rien, tu deviens fou. T'as pas le droit de circuler. Les rideaux étaient tirés, donc tu peux pas regarder. Parfois, on essayant de regarder entre les rideaux. À un moment, j'ai rencontré quelqu'un qui était venu aussi pour une raison, voilà. Et il m'a dit, ah bah regarde, j'ai repéré un endroit où il y a la connexion Wi-Fi, viens, on va se cacher. Et on se cachait, on s'accroupissait comme ça, il y avait les gardes, la police qui passait. Et nous, on s'accroupissait pour chercher la connexion. Et quand je suis partie à minuit de l'aéroport, les gens me disaient, il y avait une fille, elle était venue du Venezuela, je pense. Et quand je suis partie à minuit, elle est arrivée à 22 heures. Déjà, elle est arrivée à 22 heures, elle était déjà en pleurs parce qu'elle est arrivée sans visa. Elle ne savait pas qu'il fallait demander le visa pour venir parce que c'était un truc qui s'était fait une semaine avant. On l'avait pas prévenue. Donc, elle est arrivée sans visa, on lui a dit, on va vous retenir. Donc, elle était en pleurs parce que son fiancé l'attendait dehors. Et déjà, mon ami avec qui je piquais le wifi, il était super énervé. Il m'a dit, non, mais nous, on est là depuis 3 jours. Elle est là depuis 2 heures. Elle commence à pleurer, ça me saoule. Donc, à la fin, j'étais la seule gentille avec elle. Donc, on s'est un petit peu rapprochés. Et quand je suis partie à minuit, elle me disait, oh, vas-y, si tu vois mon fiancé, dis-lui que je suis là, je vais bien. Tout le monde me disait au revoir. Tous les gens avec qui j'avais passé la journée me disaient au revoir, passe un bon séjour. C'était comme si j'avais été dans une prison au Mexique. C'était dingue. Waouh, mais toutes les aventures là, et dire que là, c'est juste une petite partie de tout ce que ensuite, quoi. C'est ouf. Bah, c'est le premier jour. Oh, bah, ça a annoncé la suite. Et il y a quelqu'un qui a dit qu'il faudrait changer cette histoire de devoir avoir des visas pour voyager entre pays africains. Et ouais, moi aussi. il ferait beaucoup, beaucoup de choses. Et non seulement ouais. les ça faciliterait beaucoup de choses. Donc, premier jour, bloqué à l'aéroport, et une fois qu'elle est partir, qu'est-ce qui s'est passé Bah, après, le reste de mon séjour aussi a été tout aussi rocambolesque. Mon Airbnb a fini par prendre feu. C'était n'importe quoi. Je me trompais de ligne de train. Je me suis retrouvée une fois dans une ville complètement inconnue parce que je devais aller voir le labo, mais je savais pas. Donc, c'était n'importe quoi. Mais le seul moment où j'avais une bulle d'air, c'était quand j'étais avec le laboratoire, justement. Parce que eux, c'était un petit cocon. C'était un monde que je connaissais. C'était un monde scientifique et surtout, je les connaissais eux. Donc, franchement, ça s'est très bien passé. J'ai été très, très bien accueillie. Ils me ramenaient à la gare, tout ça. En fait, moi, j'étais à Casa et le laboratoire était à Moramédia, donc c'est une autre ville. Donc, je vais prendre le train à chaque fois et eux, ils me ramenaient à la gare. Donc, ça s'est super bien passé. On a travaillé sur les formules. On a sorti les échantillons. Je suis repartie avec des échantillons. J'étais super contente. Donc, ça m'a confortée dans l'idée que c'était moi et vraiment le laboratoire avec qui je devais continuer. Par la suite, je suis retournée au Maroc quelques fois selon les événements pour travailler encore avec eux. Juste pour préciser, du coup, tu formulais 2 produits, c'est ça? Oui, voilà. On a même commencé à formuler 3 produits, en fait. On commençait à travailler sur 3 produits. Il y en a un qu'on a laissé tomber et on est resté sur 2 produits. Ok. Et du coup, à ce moment-là où la formulation se passait bien, est-ce que tu avais déjà lancé ta campagne de crowdfunding ou tu l'as lancé un peu plus tard? Je l'ai lancé un petit peu plus tard parce que je l'ai lancé à un moment où les formules étaient finalisées et que je devais faire les tests, les tests réglementaires. Okay. Donc, je ne l'ai pas lancé au moment où je travaille avec le labo. Non, je l'ai lancé plus tard. Ok. Et du coup, tu as travaillé avec le même labo, que ce soit pour la formulation que la fabrication des produits? Oui.
Ok, ok. Et du coup, tu as cette histoire aussi compliquée qui dit que enfin, pendant laquelle enfin, le laboratoire a failli te lâcher un jour avant le jour de fabrication de tes produits, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que entre-temps, enfin, à un moment, la collaboration au départ avec le laboratoire se passe très bien. On Mhm, finit par faire la formulation. mhm, Et quand on doit passer les tests réglementaires, je lance ma campagne de crowdfunding. mhm, Et c'est là que je récolte les fonds mhm, et que je dois livrer les contributeurs. Donc, j'ai lancé ma campagne de crowdfunding, c'était en octobre, je pense, en octobre 2018. mhm. J'étais censée livrer les personnes entre février et mars 2019. Ok. Donc, de là, je continue de travailler avec le laboratoire. On finit les tests réglementaires, donc tout est bon. Et à ce moment-là, je dois passer en mode fabrication. Mhm, Sauf que je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, je sais pas, mais il y avait que des galères en fait. Il y avait que des choses qui marchaient pas. On a mhm. eu des marchandises qui étaient retenues en douane. On a eu un fournisseur de beurre de karité qui a pris l'argent, qui ne nous a jamais livré. On a eu un fournisseur d'emballage qui nous a lâchés. Et enfin, c'était tout trop bizarre en fait. Et une fois, à un moment, c'était, je crois, c'était un fournisseur d'une certaine matière première. Mhm. Donc, je sais plus quelle matière première c'est, mais c'est le type émulsifiant, tout ça, c'est pas du beurre de karité ou quoi. Donc, on avait un fournisseur de cette matière première-là, et un jour, la dame du laboratoire m'appelle et me dit, écoutez, on a encore un problème, ce fournisseur-là, il m'a lâché. Et même, elle me disait les choses en retard parce elle était dans une optique de protection ou de Mhm. protection d'elle-même, je sais pas, mais elle Mhm. voulait pas dire qu'il y avait des problèmes, peut-être pour pas m'affoler. Et donc, je lui dis comment ça? Pourquoi il veut plus nous livrer? Il dit non, elle me dit non, mais on a un problème avec eux, on s'entend pas parce qu'un jour ils nous ont livré de la matière qui était périmée. Donc, c'est pour ça qu'on s'entend pas, etc. Et je dis, bah, quand même, c'est bizarre, voilà. Et donc, je lui dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais chercher, parce que eux, je pense qu'ils étaient distributeurs d'une certaine matière première. Donc, on va chercher la personne qui les source, eux, et on Mhm. va s'adresser directement à eux. Et là, laissez-moi faire, je vais dire que je suis une société, Mhm. que je veux acheter la matière, et puis voilà. Donc, je fais comme ça, je finis par appeler les gens qui les sourcent, et je dis, bah, je suis une société, mais notre laboratoire de fabrication est au Maroc. Et ils me disent, ah, mais on a un représentant qui est au Maroc. Au départ, je savais même pas qu'ils parlaient d'eux. Enfin, c'était un peu bizarre. Mhm. Donc, ils me disent, ah, on a un représentant au Maroc, etc. Et j'ai, ah oui, donnez-moi le contact. Et j'envoie un message au représentant sans savoir que c'est le même, sans savoir que c'est les mêmes. J'envoie un mail en disant, ah, bah voilà, on cherche telle matière première. Et je dis le nom du laboratoire parce que je savais pas que c'était le même fournisseur. Mhm. Et je reçois un mail le matin à 7 heures, un très long mail pour me dire, mais on connaît ce laboratoire, ils nous doivent tant d'argent, Oh, quand est-ce qu'ils nous payent d'ailleurs? Et comme je me mêlais tellement du truc, comme j'avais tellement pris la main, ils mhm. pensaient que moi, j'étais la directrice de ce laboratoire-là. Donc, ils me réclamaient l'argent, en fait. Ils me disaient, bah, quand est-ce que vous nous payez? D'ailleurs, ça fait tant de temps qu'on attend. Là, on a informé l'avocat et puis je vous informe, on est en procédure judiciaire à partir de temps. Ah. Donc, je me suis dit, OK, déjà, je suis cliente. Écoutez, je me retire. Je retire tout ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, il y avait tout un tas de choses comme ça. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que le laboratoire a de gros problèmes d'argent, en fait. Et les fournisseurs nous lâchent, mais beaucoup nous lâchent parce qu'ils ne sont pas payés. Le fournisseur de beurre de karité, aussi, là, je savais à un moment qu'ils avaient des problèmes d'argent parce que la directrice tardait beaucoup à payer le fournisseur de beurre de karité. Elle tardait vraiment beaucoup. Et c'était pas à moi de le faire parce que, enfin, on s'était réparti les dépenses et tout ça. Et à un moment, même quand le fournisseur de karité a l'argent, il finit par ne pas nous livrer. Mais bon, bref, je pense qu'il avait juste vendu la marchandise à quelqu'un d'autre, en fait. Ok. Il en avait eu marre d'attendre. Donc, je me rends compte que le laboratoire a plein de soucis d'argent. Et à un moment, on en parle un petit peu. Elle me dit, bon, écoutez, c'est des choses qui arrivent, la trésor qui manque, tout ça, voilà. Donc, je dis, OK. Et par la suite, il y a un moment où elle me dit, il y a des marchandises qui sont retenues en douane. On a besoin de ça pour faire la production. Ok. Donc, à ce moment-là, je crois qu'on est en été, on est en juillet, sachant que je devais livrer les gens en février ou en mars. Ok. Donc, de ma campagne de crowdfunding. Donc, Mhm. elle me dit, voilà, il y a des produits qui sont en douane. Finalement, elle m'envoie aussi les mails, elle me met en copie des mails, donc je vois effectivement qu'il y a un problème de douane. Moi, je fais de mon possible de mon côté pour fournir les documents qu'il faut, pour faire ce qu'il y a à faire. Mhm. Mais le problème de douane, il persiste.
Et à un moment, elle me dit, on a reçu les matières premières. Je lui dis, donc, on a commencé la production parce que moi, je dois vraiment livrer les personnes. Il faut que la production se fasse. Et elle me dit, non, 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 on va la faire, on va la faire. Mais aujourd'hui, j'ai un problème. Les employés, ils sont pas là ou je sais pas quoi. Enfin, que des trucs bizarres. Et à un moment, elle me dit, ah, la production a été faite, c'est bon. Je lui dis, OK. Et sauf qu'elle me dit, mais on va pas encore mettre en flacon. Sauf que quand le produit est fait, il faut pas tarder non plus. Enfin, OK, c'est dans la salle, mais il faut pas tarder non plus 3 ans avant de le mettre en flacon. Donc, je ne comprends pas, je comprends juste pas. Et un jour, elle demande à me parler comme ça et elle me dit, bah, écoutez, en fait, on va pas pouvoir faire votre production. Et je lui dis, pourquoi vous me dites déjà que vous pouvez pas faire votre production? Parce qu'elle est censée être faite. Et elle dit non, que bah écoutez, là actuellement tous les employés sont en grève. Je suis toute seule avec le responsable de production. Je suis toute seule avec lui. Il n'y a que nous deux. Il n'y a plus personne. On ne peut pas faire les produits. Et là, je lui dis, mais quoi en fait? Parce que moi, j'ai juste vu les gens. En fait, encore si c'était pour moi, ma marque simplement, ça m'aurait rien fait. Mais c'est que j'avais des gens qui avaient confiance en moi, en fait, et qui attendaient. C'était ça le plus dur. Franchement, dans tout le truc, c'était ça le plus dur. J'ai pensé qu'à ces gens-là. Donc, elle dit, oui, c'est fini, c'est la fin, il faut qu'on arrête. Et à un moment dans ma tête, je me dis, OK, je crois que c'est la seule fois peut-être de tout mon projet où je me dis, c'est bon, c'est mort en fait, ça va jamais se faire. On avait passé tellement de galères. Et mais ça a duré qu'une demi-seconde. Et à un moment, je me dis, non, mais c'est pas possible. Je lui dis, écoutez, certes, vous êtes seul dans le labo, mais vous êtes vous, donc vous allez faire les produits. Et elle dit, mais non, elle dit, non, je ne vais pas faire les produits. J'ai dit, mais non, il y a le responsable de production, donc vous les faites. Et elle me dit, mais en fait, non, mais les machines sont même cassées parce qu'on n'a pas d'argent pour les réparer. Genre, on leur avait coupé l'électricité. C'était à ce point-là. Les machines ne marchaient pas. Et je lui dis, bah, écoutez, vous avez, ça, certes, ça marche pas, mais vous avez encore du matériel de paillasse. À ce moment-là, on leur avait pas encore coupé l'électricité. Donc, je dis, bah, écoutez, vous avez le matériel de paillasse. Donc, j'ai pris une feuille et un stylo à côté de moi et j'ai commencé à calculer de quelle quantité il fallait diminuer ma production pour que ce soit faisable par le matériel de paillasse. Parce que je lui disais, c'est quoi la capacité? Et elle m'a dit, c'est 5 litres ou quelque chose comme ça. Et je lui ai dit, donc j'ai commencé à calculer. Je lui ai dit, on va diminuer la production de temps et vous allez le faire. Elle m'a dit, non, mais laissez tomber, c'est fini. Et je lui ai dit, écoutez, peut-être c'est fini pour vous. C'est ça qui t'a sauvé dans ton histoire. Bravo. Bravo. Je lui dis, mais c'est fini pour vous, mais moi j'ai des gens que je dois livrer. Donc, vous allez faire. Elle m'a dit, mais non, mais c'est pas possible. Et je lui ai dit, OK, vous ne pouvez pas faire le produit vous-même ou votre responsable de production, mais je sais que vous êtes en zone industrielle. Donc, il y a forcément quelqu'un qui a une machine, il y a forcément quelqu'un qui peut faire quelque chose parce que il y a plusieurs labos, en fait, dans cette zone-là. Et elle m'a dit, on va chercher, on va voir. En fait, elle avait déjà tout lâché. Elle n'avait pas envie. Elle m'a dit, on va chercher. Je lui dis, ouais. Et après... c'est pas possible. Non, mais à ce moment-là, j'étais vraiment en colère contre elle, en fait, parce que elle avait tardé à me le dire. Si c'était qu'elle me l'avait dit à un moment, on peut pas le faire, mais pourquoi me faire attendre pendant des mois? Pendant des mois, elle mentait. Et alors que moi, j'aurais pu trouver une solution B avant. En fait, c'est le fait que ce soit tardif. Et ça, franchement, je l'ai vraiment détesté à un moment. Et c'est pas aujourd'hui, je dévoile que je sais pas comment, je spoil la fin, mais je travaille toujours avec elle hein, aujourd'hui. Oh, wow. Mais grave. Mais à ce moment-là, elle m'insupportait. Mais c'est pas sa personne, c'était le fait d'avoir fait ça, je ne comprenais pas. Donc, donc je lui dis, bah, trouver un prestataire. Et c'est là qu'on a trouvé le prestataire, qui était juste pire que le labo finalement, mais qui a fait les produits. On a trouvé un prestataire et lui, il m'avait dit au téléphone, je l'avais eu au téléphone, il m'a dit, non mais je connais ce laboratoire-là, mais c'est même pas un laboratoire. Non mais leur pôle R&D, c'est n'importe quoi. Ça vaut rien leur truc. Je vais vous les faire, moi, vos produits. Je vais vous faire les produits, vous inquiétez pas. Et en fait, il avait en tête, lui, de racheter le laboratoire derrière. Et il m'utilisait un petit peu parce qu'il s'est dit, si je leur rends service en travaillant pour leurs clients, ils vont pouvoir me céder le laboratoire pour pas grand-chose. Parce qu'il me disait, ça vaut même pas 1 euro symbolique, leur truc. Donc, à la fin,
il a accepté de faire les produits, sauf que le laboratoire ne l'avait pas payé, ça l'a énervé. Donc, à un moment, il voulait même plus me livrer. Tu dis? Fabriquer, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est fabriqué parce qu'on avait déjà tout fait. Il manquait que la production. Il y avait les formules et tout. Et heureusement, lui aussi, il était certifié parce que lui, c'était un plus grand labo encore. C'était encore un plus grand labo. Du coup, il avait tout. Il a fini par faire la production, mais c'était dur. Il n'était pas réactif. Comme il savait qu'il avait le pouvoir, le contrôle entre ses mains, bah, il répondait au téléphone quand il voulait. Voilà, c'était difficile. Mais à la fin, il a fini par faire la production et j'ai fini par livrer les gens en décembre 2019. Il a lancé ma marque du coup en décembre 2019. Ok, wow. Mais que des péripéties. Là, je vais Ouais. les commentaires. Tu as eu beaucoup de commentaires. Tu as quelqu'un qui a dit waouh, avec tout ça, tu es allé jusqu'au bout. C'est très encourageant, mais vraiment, vraiment. Franchement, à ta place, je pense qu'à un moment, je me serais arrêtée. J'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps jusqu'à ce que j'en ai plus. Et après, j'aurais pu me lancer. Mais franchement, le fait que tu aies pu persévérer, et en plus avec tout ce culot-là, et c'est grâce à ça qui t'a permis de lancer ton entreprise, au final, c'est admirable. Génial. Je suis pas hyper culottée, je suis pas quelqu'un surtout que la personne avec qui je parlais, elle était quand même âgée. Je suis pas quelqu'un qui va aller, voilà, parler mal aux gens, mais je pense que ce qui m'a donné le pouvoir de faire ça, on va dire, c'était qu'elle m'ait menti, quoi. J'étais vraiment en colère contre elle. Hum, hum, hum. Il y a quelqu'un qui a demandé, il y a Nos Chers Cheveux qui a demandé comment as-tu communiqué dessus? Parce que du coup, tu avais les gens de ta campagne de crowdfunding qui potentiellement t'envoyaient des messages en mode Ouais. c'est quand est-ce qu'on reçoit nos messages, nos Le produits? produit. T'avais ça Ben, j'ai dit la vérité, hein. En en... fait, ce qui se passait, c'est que, ouais, ben, j'ai dit voilà. Non. Parce que le pire, c'est que quand elle m'avait dit la production est faite, j'avais dit aussi, parce que pendant des mois, j'avais attendu quelques semaines et je leur ai dit, bah, la production, c'est bon, vous allez recevoir les produits. Et quelques semaines après, non, mais en fait, c'est que le labo fait faillite. Bon, c'était un peu bizarre. Mais en fait, après, j'avais continué à maintenir le contact avec les gens. J'envoyais toujours les newsletters pour leur dire, ah, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Une fois, je sais pas ce qui nous était arrivé encore, mais j'avais tellement honte, j'avais raté la newsletter, je n'avais pas envoyé de newsletter peut-être depuis un mois, quelque chose comme ça. Et donc, j'avais trop honte, je savais pas quoi dire aux personnes. Et une femme m'a envoyé, une des contributrices m'a envoyé un message. Elle m'a dit, mais Josiane, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et je lui ai dit, bah, écoutez, en toute transparence, voilà ce qui se passe. Je suis vraiment désolée, vous en faites pas, vous allez recevoir les produits. Mais je lui ai dit en toute transparence. Et elle m'a répondu en me disant, mais c'est pas grave, Josiane, on sait que vous êtes en construction de projet, il n'y a pas de problème, mais juste dites-le nous. Et c'est ça qui m'a fait comprendre que bah, les gens, en fait, ils sont indulgents. C'est pas que ils vont dire, ils vont m'en vouloir, mais ils ont aussi besoin de savoir parce que c'est quand même leur argent. Donc, c'est là que j'ai continué à être transparente et à dire, voilà ce qui se passe. Le laboratoire, bah, il a fait faillite. On n'a plus de labo, bah, c'est tout. Mais je leur ai dit, bah, vous en faites pas. En tout cas, je continue. Vous allez avoir les produits, il n'y a pas de souci. Et c'est ce qui a marché, je pense. Parce que surtout pour une campagne de crowdfunding où je pense que les gens sont beaucoup là pour toi et ton projet en particulier et sont pas forcément comme des clients qu'on peut espérer dans des C'est magasins. ça. Je veux mon service et puis voilà. Donc c'est vrai que le fait de continuer à communiquer avec eux, c'est super important. On a pas mal de questions et juste des commentaires. Femme forte du sang togolais, cool vraiment. Ensuite, elle a été dépassée par les événements, contrairement à toi. Bravo. Je pense qu'on parlait du coup de ta première, dans le laboratoire. Ensuite, MDR, l'Afrique. Pas facile, mais on y arrive, c'est vrai. Quelle femme courageuse, j'admire cette détermination, mais totalement. Bravo Josie, totalement. Merci. Comment s'est passée la livraison en France, labo qui gère ou prestataire externe? Bah, quand j'ai reçu, non, j'ai fait appel à un prestataire externe. Ok. À un moment, j'avais eu une coach enfin, qui provenait d'un incubateur. Une coach a été attribuée et elle, dans les années passées, elle vendait des sacs qu'elle faisait venir de Chine. Donc, elle avait un logisticien dont elle m'avait parlé avant. Donc, à un moment, je lui ai demandé quel était ce logisticien. C'était Panalpina, en fait. C'était une société de référence, une des sociétés de référence dans la logistique.
Et j'ai préféré passer par des gens comme ça parce que je me suis dit, avec toutes les galères qu'on a, on va opter pour la sécurité, pour ce qui est sûr. Donc, si eux, c'est des références, bah, je vais leur faire confiance. Donc, j'ai fait appel moi-même à un prestataire. De toute façon, le laboratoire, il ne restait plus de partenaires, hein. Et l'autre labo qu'il y avait, je pouvais pas lui faire confiance. Il était trop peu réactif. Mais c'est Donc, tiens, il te servait à toi envoyer tes produits en France ensuite pour les livrer. Ok. oui. Il m'envoyait à moi, à ma zone de stockage. Et après, pour les campagnes de crowdfunding, j'ai fait les paquets et j'ai envoyé directement. Ok, ok. Alors ensuite, tu as d'autres questions. Tu as juste des remarques. Transparence, oui, un bien grand mot en communication de crise. Ah, sinon, j'ai reçu une question ici, je vais essayer de l'ouvrir. Tu t'es mise direct en SASU ou autre. Est-ce que du coup, tu as eu un statut d'entreprise dès le départ? Et si Oui, parce que j'étais associée, je suis associée en fait. oui. Donc, c'était directement la société et je suis en SAS depuis le début, ouais. Ok, ok. Merci les filles, super intéressant, pas de souci. N'oubliez pas de poser directement vos questions, que ce soit dans la petite boîte à questions ou que ce soit en commentaire. Le parcours de Josiane est hyper intéressant. Franchement, j'admire sa force et sa volonté, sa persévérance. C'est vraiment pour ça que j'ai voulu réaliser ce live avec elle parce que je pense elle va en motiver énormément et C'est en fait, vraiment, genre, c'est juste hyper admirable à partager. Et il y a quelqu'un qui nous pose une question. Et sinon, question d'ordre financier, vis-tu de ta marque? Euh, Non, je ne vis pas de ma marque actuellement, notamment parce que je le dis beaucoup dans mes vidéos, mais j'ai fait n'importe quoi en gestion financière dès le départ. Et je pense que si j'appliquais ce que j'applique aujourd'hui, j'aurais pu vivre de ma marque déjà, si j'avais pu fixer de bons objectifs financiers. Mais non, non, pas encore, non. ok, ok. Sinon, pour poursuivre avec mes questions, est-ce que du coup, tu recommanderais à d'autres entrepreneurs de se lancer en Afrique? Et si oui, je pense que quel type d'entrepreneur, quel profil à peu près à quel profil d'entrepreneur tu vous recommanderais de se lancer en Afrique? Bah, est-ce que je recommanderais de se lancer en Afrique déjà? Oui. Enfin, je vais clairement pas dire non. Oui, je recommande de se lancer. Et beaucoup de personnes veulent se lancer en Afrique dans un deuxième temps, comme je voulais le faire moi-même. Mais franchement, je pense que, comment dire? C'est vrai que c'est pas facile. C'est difficile, mais et à quel type d'entrepreneur je le recommanderais? Bah, juste ceux qui en ont vraiment envie, en fait. Moi, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait là si je n'avais pas vraiment envie. Il y a beaucoup de personnes dans mon associé qui me disaient de laisser tomber et de fabriquer en France. Mais je pouvais juste pas me résoudre à ça parce que c'était plus dans, enfin, ça avait jamais vraiment été dans mes valeurs. Mais là, encore plus, c'était plus du tout dans mes valeurs. Je voulais pas. Et beaucoup de personnes, et moi-même, je me rendais compte que c'était beaucoup plus facile de le faire en France. J'ai une amie qui m'a dit récemment, mais Josiane, il y a 10 000 façons de faire facilement ce que tu fais. Pourquoi tu vas te mettre dans des trucs pareils? Mais c'est vrai, mais c'est juste que c'est pas dans mes valeurs, en fait. Moi, c'est vraiment le Made in Africa qui m'importe. Donc, tous les entrepreneurs qui ont ces valeurs profondes-là, euh, doivent aller en Afrique parce qu'on en a aussi besoin d'un Mhm. côté et c'est possible quand on y croit vraiment. J'ai d'autres questions pour toi. Poursuis-tu ta production en Afrique? Oui, je Ok. poursuis ma production en Afrique. Comme je disais tout à l'heure, en fait, actuellement, on est en train de travailler sur une prochaine gamme. Et comme je disais tout à l'heure, enfin, je travaille toujours avec la directrice en question. Quand le laboratoire a repris, quand le grand laboratoire a repris celui qui faisait faillite, parce qu'il a fini par pouvoir le reprendre, juste en relationnel, ça collait plus trop. Ça collait plus trop. Je suis retournée au Maroc pour les voir. Et j'avais senti qu'il y avait, parce que la directrice du laboratoire était intégrée, ils avaient repris une partie du personnel. Une partie du personnel avait démissionné, une partie avait été restée, et le mélange ne se faisait pas parfaitement bien entre la nouvelle équipe et l'ancienne. Donc j'avais vu la directrice que j'avais bien senti qu'on essayait un petit peu de la pousser dehors parce qu'elle était de trop finalement. À la direction de quoi tu vas, elle était un petit peu de trop, elle se retrouvait pas. Donc à un moment, elle a décidé de partir elle aussi. Sauf que elle connaissait beaucoup mon projet, elle aimait beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup aussi, même si à un moment, je voulais juste, j'en pouvais plus d'elle. Mais je l'apprécie beaucoup aussi et elle est quand même dévouée. Donc, parce que en soi, quand je lui ai dit, voilà, vous pouvez aller chercher un prestataire, etc., elle aurait pu me dire non et raccrocher. Mais elle s'est quand même battue. Franchement, elle s'est beaucoup battue.
Elle aussi, elle avait eu beaucoup de galères. Elle était toute seule dans son entreprise. Enfin, c'était même pas son entreprise. Elle est juste nommée directrice dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Tous les actionnaires l'avaient lâchée. Elle aussi, elle a eu ses propres combats à mener. Mm. Donc, à un moment, je lui ai dit, bah, écoutez, qu'est-ce que vous allez faire? Elle m'a dit, je sais pas, je vais peut-être me lancer à mon compte, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas quel est mon avenir. Oh. Et donc, on a maintenu le contact. Mm. Et à un moment, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, vous m'avez dit que vous voulez vous lancer à votre compte. Moi, j'ai une gamme de produits à créer, sauf que le mec, là, c'est juste pas possible. J'en veux plus. Est-ce que ça vous dit de bosser avec moi ou pour moi comme prestataire? Mm. Elle m'a dit ouais. Et donc maintenant, elle me sert de pied à terre et elle cherche les laboratoires qu'on en a même déjà trouvé. Elle a trouvé le nouveau laboratoire avec qui on travaille et elle me sert de relation en fait. Et justement, c'est la question que je voulais te poser ensuite, enfin, qui m'est venue là tout de suite. Moi, justement, franchement, je partage tes valeurs, vraiment de pouvoir soit offrir du travail à des personnes sur place et fabriquer vraiment en Afrique. Mais justement, c'est la difficulté que j'ai. Enfin, c'est surtout, j'ai pas mal de mon entourage qui m'ont dit, mais non, enfin, fais pas ça. Enfin, si t'es pas sur place, ne va pas en Afrique. Surtout le fait que moi, je suis hyper naïve. J'arrive pas à négocier des trucs tout simples, je sais pas négocier ça. Si tu me dis ça, je te crois, je fais comme ça. Ouais. Du Cameroun, on n'est pas trop réputé pour être des personnes les plus sérieuses, mais c'est que mon entourage m'a dit non, non, fais pas ça. Si t'es pas sur place, ne fais pas ça. Et du coup, c'est ce qui m'a un petit peu, empêché de faire totalement du Made in Africa. Mais du coup, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu penses que en n'étant pas, si tu n'avais même pas fait tes tours en Afrique, est-ce que tu aurais pu vraiment aboutir ton projet? Est-ce que tu penses que ça aurait... Ok. Je pense qu'il faut y aller. C'est pour ça que c'est difficile en ces temps de crise sanitaire, on ne peut pas voyager librement. Surtout moi qui suis soumise à un visa, donc il y a encore des restrictions en plus. Mais ouais, je pense que c'est impératif. Si j'y étais pas allée, j'aurais jamais vu la couleur de mes produits en fait. Parce que quand tu y vas, ils n'ont pas d'autre choix que de le faire. Tu es devant eux et ils savent que tu viens de loin. Donc au bout d'un moment, le respect doit s'arrêter là quoi. Ils savent que tu viens de loin. Donc au moins par respect, ils vont faire le truc devant toi. Mais sinon, enfin, moi, surtout quand tu connais pas, quand c'est la première fois que tu travailles avec cette personne, encore par la suite, il y a une relation de confiance comme avec l'ancienne directrice. On a déjà bossé ensemble, donc maintenant, elle fait les trucs. Avec la crise sanitaire, j'ai pas bougé. Et pourtant, tout a été fait. Et mais si c'était la première collaboration, on me tournait beaucoup, on me baladait en fait. On me disait oui, oui, ça a été fait. Mais en fait, non, ça n'a pas été fait. Ah, on a perdu les échantillons. Ah, c'était quoi déjà? Enfin, je pense que c'est impossible, faut se déplacer. Non, totalement. C'est pour ça que je me suis donné plutôt comme objectif sur le long terme de me dire que justement, en fait, je crois que c'est ce que tu disais dans une de tes vidéos. Si on a la possibilité d'apprendre au maximum ici et de travailler avec des laboratoires ici et ensuite pouvoir bah, mettre ce même modèle-là là-bas et être sur place et vraiment tout faire à fond. En tout cas, c'est ça un petit peu mon objectif. C'est pour ça que pour l'instant, je me dis que je vais apprendre un maximum, connaître ce dont j'ai besoin ici pour pouvoir ensuite rapatrier ça, entre guillemets. Mais là, tout de suite, sans avoir la possibilité d'être sur place, je le vois difficilement. Surtout que toi, je pense que tu as plus grandi en Afrique que moi. Mais moi, je suis arrivée ici quand j'avais 7 ans et depuis, je suis plus du tout partie. Donc, je pense que si je vais, je vais me faire avoir, c'est sûr, c'est sûr. Mais même, ça veut rien dire. Moi, j'allais, je faisais quoi? J'allais à l'école, c'est tout. J'allais à l'école, je rentrais à la maison. J'ai pas, à part ça, dans le monde professionnel, je faisais rien aussi. Tu connais rien aussi, hein. Enfin, quand tu fais qu'aller à l'école et rentrer, C'est vrai que c'est pas. Mais t'as d'autres questions. Il y a Nos Chers Cheveux qui dit: Ouh là là, le cliché. Je sais, sur les Camerounais, je suis désolée, mais c'est vraiment ce que même ma famille me dit. Donc, je sais que c'est un peu un cliché, mais bon. Il n'y a pas qu'au Cameroun, les affaires sont les affaires, faut savoir négocier ses sous. Mais totalement. Je sais que moi, j'aurais pas tenu toute l'aventure que tu as vécue, toi, Josiane. Je sais que c'est bah, vraiment tu sais pas, hein. pas dans ça, en fait. Je Bah, sais que tu sais pas, si ça se trouve, tu l'aurais fait. Si on m'avait dit, moi aussi, t'allais traverser tout ça, j'aurais dit non. Mais tu sais pas parce que tu es dans la situation, donc t'as pas d'autre choix, en fait. c'est vrai que si vraiment tu es motivé, que tu veux lancer ton truc et que c'est la seule solution que tu trouves, non, totalement. Mm. Une autre question dans la boîte à questions. Toujours de Nos Chers Cheveux. Du coup, tu la rémunères comme une employée. Est-ce que du coup c'est ton employé à temps plein ou est-ce que c'est... Non, c'est pas une employée, c'est une prestataire.
C'est si je la rémunérais, à un moment on discutait de rémunération, c'était n'importe quoi parce que elle savait pas ce qu'elle voulait faire, elle savait même pas ce qu'elle faisait. Moi, je savais pas ce qu'elle faisait non plus. Donc Mhm. on se dit, à un moment, on se dit, bah, elle a travaillé longtemps. Je crois elle est aussi un petit peu, elle ose pas trop parler d'argent. Moi, tant que ça parle pas d'argent et que ça travaille quand même d'un côté, ça m'arrange parce que je conserve ma trésor. Mais à un moment, bon, elle faisait quand même beaucoup de choses, donc on a abordé le sujet. Et enfin, on s'est rendu compte que il fallait qu'on rémunère par forfait, sinon ça allait aller dans tous les sens. Donc non, elle me fait un tarif en fait, et on négocie un petit peu le tarif. On se rémunère par forfait. Après, elle derrière aussi, elle négocie des trucs avec le laboratoire parce que quand même, non seulement elle agit comme apporteur d'affaires, elle leur apporte une cliente du coup, mais derrière, elle travaille aussi sur le sourcing des matières premières parce qu'on recherche à chaque fois des fournisseurs. Elle fait beaucoup de choses. Donc, elle prend aussi un pourcentage sur ce que le laboratoire a, en fait, par exemple, dans la formulation. C'est pas que le laboratoire qui est payé. Elle a une certaine somme aussi de la formulation parce qu'elle a participé à créer les formules. Ok, mais du coup, si je comprends bien, c'est un peu plus ou moins ta chef de projet, ou en tout cas, c'est un peu le lien. Si par exemple demain tu veux formuler un nouveau produit, tu vas faire appel à elle qui va, elle, enfin, le développer, développer ton projet sur place en lien directement avec le laboratoire, c'est ça? Ouais, c'est un petit peu comme ça. Elle sert vraiment d'intermédiaire parce que Ok. les formules, en fait, déjà, je crois elle a même réceptionné les premiers échantillons parce que j'ai élaboré les formules, enfin, les essais, les pré-formules plutôt, les essais. Donc, je crois que je les ai envoyés à elle. Elle les a transmis au laboratoire directement. On a fait la réunion ensemble. Elle était là et comme elle connaît mes goûts, on a déjà bossé ensemble. Quand ils font les tests, elle a pas besoin à chaque fois, enfin, qu'il m'envoie les échantillons. Elle dit juste, bah, elle va pas aimer ça, c'est trop fort, ça sent pas bon. Une fois, elle m'a appelé, ça m'a fait trop rire et trop plaisir en même temps. Elle m'a appelé, elle m'a dit, non, mais je leur ai demandé de reprendre ça, là, parce que c'était vraiment trop fort, j'aimais pas l'odeur. Je lui dis, ok, Oh, madame, faites comme chez vous. et c'est énorme, c'est vraiment ce que tu disais dans ta vidéo où tu expliquais tout ton parcours, c'est qu'au final, c'est que les gens ne doivent pas baisser les bras parce qu'une chose que tu t'imagines être Ouais. ta vie t'emmène à là où tu veux être et à Mm. là où tu vas être également. Et là, au final, tout ce que vous avez vécu ensemble, c'est ce qui vous permet d'avoir cette relation-là aujourd'hui. C'est juste trop bien. Ouais. Franchement. Bah, c'est ça. C'est ça. Euh, Il y a Nos Chers Cheveux qui dit, je trouve que c'est une force pour le projet d'avoir une personne de cette trempe sur place. Elle connaît en plus les usages locaux. Ouais, Exactement. c'est ça. Elle a beaucoup de réseaux, elle connaît, elle sait comment ça marche parce que pendant des années, elle était quand même directrice d'un laboratoire. Euh, Elle s'y connaît un petit peu en réglementation. Là-bas, elle sait comment ça se passe. Elle a fait des audits. Enfin, donc, c'est vraiment une bonne personne. Et elle aussi, elle m'a appris des choses parce que je pense que la Josiane d'avant, une personne qui lui aurait fait ça, j'aurais juste claqué la porte et puis ciao. Mais je sais pas, j'avais un certain feeling avec elle et finalement, les bonnes personnes peuvent faire des erreurs et il faut pas s'arrêter à ça, quoi. non, non, c'est trop, trop stylé. Et la question du coup, pour les gens qui nous rejoignent sur le live, je suis en live avec Josiane, qui est la créatrice, la fondatrice d'Iwalewa Cosmetics, qui sont des cosmétiques capillaires qui sont made in Africa. Donc, n'hésitez pas. Aujourd'hui, elle nous partage un petit peu son aventure qui est très impressionnante et qui montre qu'elle n'a vraiment pas, elle n'a rien lâché. Et du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez un projet similaire et que vous voulez juste en savoir plus, que ce soit sur la marque ou que ce soit sur son parcours entrepreneurial, n'hésitez pas à les poser soit dans la boîte à questions ou soit directement en commentaire. Du coup, ma prochaine question, c'était, enfin, on l'a plus ou moins évoqué, mais est-ce qu'il y a vraiment, enfin, quelles ont été les situations dans lesquelles tu t'es vraiment dit, ok, je vais vraiment tout lâcher, je vais vraiment laisser tomber et j'en ai marre. Je crois que la seule fois, c'était quand elle m'a dit on va pas pouvoir faire votre production. Cette phrase-là, en fait, je n'oublierai jamais ce moment. J'étais comme ça. Déjà, elle m'a dit je vais vous parler. Ça sentait pas bon. Oh Et là quand elle m'a dit on va pas pouvoir faire la production, alors que la production était censée être faite, oh là là, non, non. je crois que ça m'a tuée. C'est à Hmm. ce moment-là, je pense, que je me suis dit non mais c'est bon, ça va jamais marcher en fait. J'en pouvais plus. Et par rapport à ça, est-ce que, du coup, si tu revois toute ton aventure entrepreneuriale,
est-ce que il y a des trucs que tu aurais fait autrement ou que tu aurais souhaité qu'on te dise enfin, qu'on t'en parle avant, en fait, tout simplement. Pour te... Bah tout. Déjà, déjà, je serais allée rencontrer le laboratoire plus tôt. Ok. J'aurais eu un plan B. Je serais pas restée sur un seul laboratoire. Mais enfin, c'était tellement dur de trouver des laboratoires réglementés que quand j'en ai trouvé un, je l'ai gardé jusqu'à la fin. J'aurais eu un plan B. J'aurais mieux budgétisé mon projet. Enfin, j'ai fait n'importe quoi. Je sais pas, j'aurais fait tellement de choses différemment pour mes tests réglementaires. J'aurais demandé plein d'avis différents avant d'aller vers un cabinet qui était juste pas bien, pas au top. Euh, enfin, ouais, surtout, je serais allée voir le laboratoire beaucoup plus tôt. J'aurais perdu moins de temps parce que j'ai perdu beaucoup de temps sur mon projet au départ à ne pas comprendre pourquoi ça avançait pas, mais ça avançait pas, c'était de ma faute parce que je me déplaçais pas, je passais mon temps à harceler les gens au téléphone. Non, non. Fallait que je me déplace un peu, quoi. Surtout qu'à cette période-là, tu découvrais un petit peu ce monde-là, donc enfin, c'est normal. Mhm. Ouais. Et du coup, par rapport à ça, enfin, ça se rejoint un petit peu. Quelle est un petit peu, enfin, pour toi, la plus grande leçon que tu as appris au niveau d'entrepreneuriat ou vraiment sur toi-même? Mm. Une leçon un petit peu que tu as appris et que tu pourrais partager avec nous? Il y a un truc, c'est vraiment que je dis dans une vidéo ou dans une prochaine, je crois, parce que je raconte aussi ma recherche de financement. C'est une vidéo que je prépare maintenant et dans laquelle je dis quand une porte se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre. En Mm. fait, même parfois, quand tu es dans une situation où tu te dis il y a zéro issue, c'est la fin. Je sais pas, mais peut-être tu l'as sûrement remarqué, il y a toujours une petite faille, il y a une brèche quelque part par laquelle tu peux passer. Quand on me dit voilà, c'est fini, vous ne pouvez plus produire, on ne peut pas faire votre production, mais jamais tu pourrais t'imaginer qu'on aurait pu trouver une solution dans ces cas-là. Quand les fournisseurs nous lâchaient, il y avait plus d'issue. Mais en fait, non, il y a toujours une fenêtre, une petite fenêtre quelque part. Et parfois, si on a besoin, il faut prendre du recul, se poser pour la trouver. Et après, je pense que la seconde leçon, c'est que on est, mais on a des capacités infinies, j'ai envie de dire. Quand c'est, tu peux tu peux vraiment venir à bout de tout. Mm. Et ça, je trouve ça bien quand même, quand on est humain, d'avoir une certaine force. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu penses pas que tu serais allé jusque-là, mais moi, je pense que si, parce que quand tu es dans une certaine situation, c'est là que la force te vient, pas Exactement. comme c'est, ouais. Donc, ouais, on a vraiment des capacités infinies. Et à ce moment-là, franchement, quand on a passé la production, que j'ai eu les produits, je me suis sentie, mais invincible, ce qui n'est pas du tout le cas tous les jours, hein. Mais au moins, j'ai profité du moment où je me suis dit, ah bah, c'est bon, je suis une superwoman. Pareil, moi, le fait de me lancer dans ce type de projet, ça m'a permis de voir jusqu'où, enfin, vraiment, que j'avais des capacités beaucoup plus poussées que ce que je pensais que je pouvais. C'est vrai. Et ça Mhm. m'a permis de gagner un petit peu plus en confiance en moi, sans vouloir, je pense que je suis la meilleure, mais absolument pas. Mais Oui. c'est peut-être que je me suis rendu compte que Muriel, en fait, tu peux faire plus que ce que tu penses. Mhm. Et vraiment, le côté prise de recul, pour moi, ça a été la plus grande, vraiment la plus grande leçon, parce que je suis tellement, on va dire, un peu hyper émotionnelle et hyper passionnelle. Donc, si c'est très positif, tu vas le voir. Si c'est très négatif, je vais pleurer aussi. Donc, vraiment, ce côté de se dire que, en fait, ce que tu penses être un gros problème aujourd'hui, en fait, il y a toujours une solution. Tu vas avoir une Ouais. porte, voilà, comme tu dis, ta métaphore de la fenêtre qui s'ouvre, c'est exactement ça que je me suis rendu compte, en fait, avec l'aventure. Donc, franchement, je valide. Tu as plein de questions. N'hésitez pas à poser vos questions maintenant parce que moi, du coup, il me reste 3 questions. Si vous voulez d'autres réponses à vos questions, n'hésitez pas. Je Alors, pensais que les lives Instagram se coupaient à 1 heure de temps, ils ont changé. pour l'instant, j'ai rien sur mon Ah, écran. Ça fait plus parce du... que je m'inquiétais à un moment, je me suis dit, ça va couper. J'espère pas, hein. J'espère... Pour l'instant, enfin, Non, normalement, que plus que ça. ils te préviennent ou pas, tu penses? Oui, ils préviennent. Ok, Parce ok. que ça m'est arrivé une fois, ça a coupé, ils avaient prévenu. Peut-être que ça a changé. Ok, bah, j'espère que ils vont prévenir, mais pas sur mon écran. Il y a Saloua qui dit du coup, les certifications au Maroc suffisent pour importer des produits en France.
Les certifications juste du laboratoire, non, ça suffit pas. Il faut que le produit lui-même soit conforme, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait des tests réglementaires qui ont été réalisés sur le produit pour dire que voilà, il n'est pas dangereux, il est sain pour la personne qui va l'utiliser. Donc il y a les tests réglementaires à faire et surtout il y a un toxicologue qui doit approuver ces tests-là et dire voilà, le produit n'est pas dangereux, donc il peut être commercialisé. Et non, c'est pas que la certification du laboratoire, il y a d'autres choses à côté. Ok. Il y a It's Heaven Star qui dit: Hola, je suis arrivée en plein milieu, mais du coup, j'ai plusieurs questions. Quelle a été réellement la première étape pour te lancer dans la production de cosmétiques? La première étape pour me lancer dans la production, ben, c'est la première étape, c'était la recherche de laboratoire en Afrique. Mhm. C'était vraiment la première étape. J'ai recherché des laboratoires, j'ai soumis mon projet à ces labos-là en me disant, voilà, je veux fabriquer des produits cosmétiques capillaires. Sauf que j'ai amené aussi mes conditions. Moi, j'ai mes formules. Je Mhm. voudrais qu'on développe, qu'on travaille sur ces formules-là ensemble et ensuite vous les produisez. Mhm. Et c'était ça. C'était la recherche de laboratoire. Et ensuite, il y a Omar Diallo, je crois, qui dit: la cible est exclusivement la jante féminine, du coup de tes produits, je suppose. C'est pas que c'est exclusivement la cible, enfin, les personnes qui sont visées ne sont pas exclusivement les femmes. Ce sont des produits qui conviennent pour les cheveux. Donc, tant que les cheveux, ça va pas différer qu'on soit un homme ou une femme. Mhm. C'est juste que les femmes sont celles qui sont le plus réceptives. Là, j'ai déjà tenté de la communication vers les hommes, mais en général, soit c'est la copine qui va acheter, offrir à son copain, ou oui, donc c'est pas la cible la plus intéressante. Il y a beaucoup de gens, tous les hommes disent, ouais, mais nous on ne parle jamais, mais vous n'êtes pas réactifs, vous Exact. ne recherchez pas activement tout ça quand on vous cible, bah voilà. Donc Mhm. non, c'est des produits qui conviennent à tous les genres. Ensuite, j'ai une nouvelle question. Et as-tu suivi au préalable une formation sur les cosmétiques pour connaître les formulations idéales? Non, je n'ai pas suivi de formation en tant que telle. Enfin, en fait, à un moment, j'étais VDI, donc vendeuse à domicile indépendante pour une marque de cosmétiques. Et là, j'avais eu une formation, mais c'était pas du tout les formulations. J'avais eu une petite formation pour me mettre à niveau, disons, en formulation, mais Mhm. c'était pas une formation comme à l'école, par exemple à l'ICICA, où tu vas vraiment faire des années. Voilà, c'était pas une formation comme ça, c'était un petit truc, un petit stage, on va dire. Mhm. Mais non. Ok. Et je sais pas, du coup, peut-être que vu qu'elle n'a pas suivi le début, qu'au Ah final, t'as un peu le côté scientifique de la chose qui potentiellement oui, t'aide un petit peu à pouvoir formuler tes produits toi-même avant de passer par. oui. J'ai fait des études de biochimie, je me suis spécialisée en biotechnologie végétale, donc je connaissais un petit peu les plantes. Moi, ce qui m'attirait beaucoup, c'était les ingrédients. Et enfin, pourquoi j'ai poursuivi en biochimie, c'était à mon premier cours de biochimie, je crois, ou à je sais pas lequel, j'ai découvert les acides gras. Donc les huiles, et je me suis éprise des huiles. J'ai commencé à faire plein de recherches sur les huiles végétales, notamment pourquoi c'était bon, acides gras saturés, insaturés. J'adorais ça. Mhm. Donc voilà, donc j'ai ce background-là scientifique à la base. Ensuite, il me semble que ça a changé, oui. Je sais pas de quoi tu parles. Alors, tu fais. Oula, pardon. Tu fais de très bonnes vidéos. Merci de partager ton expérience pour le Entrepreneur Empowerment. Exactement. Merci, Josiane. Ensuite, j'ai une autre Avec question. plaisir. Tu avais un pied dans la chimie, exactement. Je pense Ouais. que vraiment, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire, moi, par exemple, parce que j'ai vraiment juste un background littéraire. Donc, non, non, totalement. C'est hyper stylé. Il y a une autre question. Muriel, tu disais qu'en France, en fonction du prix que tu payes au laboratoire, la formulation peut devenir leur propriété. Qu'en est-il au Maroc? Alors, je sais pas, je crois que je sais la vidéo dont il parle, ou, enfin, je sais pas. J'ai vu quelques-unes de tes vidéos. C'est pas exactement ça. C'est pas, en tout cas, au Maroc, non, c'est pas ça. C'est pas exactement en fonction du prix que tu payes, parce que c'est en fonction du type de contrat que tu as ou en fonction du type de collaboration que tu as, parce que parfois, le laboratoire affiche des formules qui ont déjà été prédéfinies, qui ont déjà été développées. Mais si c'est toi, moi, par exemple, je viens en développant des formules avec eux, en plus, j'apporte 90% du truc, parce qu'au final, les changements sont mineurs. Donc, la formule, elle m'appartient. On a signé au départ un contrat de confidentialité.
puis un autre contrat où on stipule que la formule, elle m'appartient. Donc, c'est pas que c'est une règle au Maroc que la formule appartient directement à la personne qui vient développer ça, mais c'est juste le type de collaboration que tu as choisi de faire avec eux. Enfin, c'est pas en fonction du prix que tu payes, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est en fonction du type de collaboration que tu as avec eux. Si c'était que j'étais passée au début du live, je disais qu'il y avait des laboratoires qui me proposaient juste un catalogue où ils avaient, eux, développé les formules et ils me proposaient juste d'apposer mon logo sur les flacons. Là, la formule, elle m'appartient pas parce que toutes les autres marques peuvent venir la prendre. Donc, c'est pas en fonction du prix, c'est juste en fonction du type de collaboration. Ça, c'est vraiment au cas par cas. Et par exemple, dans ton cas, vu que tu avais déjà toi-même formulé tes Oui, produits, c'est logique un petit peu que la formule te revienne. Mais du coup, Salwa, moi, ce que je disais, c'est que en fait, moi, j'ai formulé mon produit, mais du coup, à l'aide, grâce aux connaissances du laboratoire. Donc, pour eux, la formule leur appartient. Mais que demain, si je veux récupérer ma formule ou si je veux l'obtenir, je peux l'acheter. Et du coup, c'est peut-être par là que tu parlais d'argent. Je peux payer un prix supplémentaire pour acheter et vraiment avoir la propriété intellectuelle de la formule. Mais voilà. Elle a dit oui, plutôt type de contrat, mais sachant que si tu récupères la formule, c'est plus cher, j'imagine. Bah, pas dans le cas de Josiane, mais dans mon cas par exemple, où j'ai formulé en France et que du coup c'est plutôt le laboratoire qui a du coup la propriété intellectuelle de la formule. Si j'achète, enfin, en tout cas dans mon cas, j'ai pas eu la possibilité de réaliser un contrat pour dire que la formule m'appartenait, puisque techniquement pour eux, elle leur appartient et il faut que je la paye. Mais dans ton cas, par exemple, Josiane, tu as eu la possibilité de garder la propriété intellectuelle de ta formule, parce que de toute façon, c'était toi qui l'avais formulée, et tu étais surtout là pour pouvoir industrialiser un petit industrialisé. peu ta formule et pouvoir ensuite la vendre. Donc, c'est vraiment au cas par cas. C'est ce que j'ai beaucoup de questions comme ça en message, mais c'est vraiment, ne prenez pas l'exemple d'une autre personne en pensant que ce sera exactement ce que vous allez avoir. Oui, c'est la norme. Projet comme un ensemble et qui est vraiment on a tous des critères différents au niveau de nos projets. Il y a des personnes qui veulent juste par exemple, comme on dit, vendre des cosmétiques, donc ils vont se focaliser sur prendre des formules déjà prêtes, les revendre, ou d'autres personnes qui veulent fabriquer les produits de A à Z, ou d'autres personnes qui ont les capacités de les formuler, mais qui n'ont pas forcément la partie réglementaire. Et en fait, ça dépend en fait de ce que vous attendez du laboratoire. Donc, prenez le temps vraiment au cas par cas de regarder votre projet au cas par cas, mais en tout cas, je crois qu'on n'a plus de questions pour l'instant. Donc n'hésitez pas, on approche vraiment la fin du live, donc n'hésitez pas à poser vos dernières questions, les dernières questions que vous avez à Josiane. Moi, j'en ai 3 dernières. Ensuite, donc ça, tu m'as répondu à celle-ci au niveau de la plus grande leçon que tu as apprise grâce à ton aventure. L'autre question que j'avais, c'était une espèce d'auto-évaluation. J'aimerais que tu te mettes j'aime trop faire ça. Moi, j'aime trop faire ça. J'aimerais que voilà, que tu essayes de t'analyser un petit peu et j'aimerais savoir si, d'après toi, tu penses que aujourd'hui, est-ce que tu fais une bonne chef d'entreprise? Comment est-ce que tu te situes au niveau de ton aventure entrepreneuriale? Est-ce que tu trouves que tu fais du meilleur travail déjà? Enfin, meilleur plutôt que bon travail. Je pense que oui. Enfin, qu'est-ce que tu améliorerais encore aujourd'hui? Est-ce que tu t'en sors au final? C'est genre, est-ce que je suis une bonne chef d'entreprise aujourd'hui? Exactement, aujourd'hui, après tout ce que t'as vécu, quoi. Bah, disons que je fais de mon mieux. Au moins ça, je fais comme je peux, hein. Je suis pas parfaite. J'ai maintenant une community manager, Mhm, mais je suis pas parfaite. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé à manager en fait d'autres personnes. J'ai commencé avec des stagiaires. J'ai mhm, eu une stagiaire, ma première stagiaire longue durée de 6 mois. mhm. Et je pense que j'aurais pu être mieux. Enfin, ça s'est très bien passé, hein, c'est pas que ça s'est mal passé, mais je pense que j'aurais pu m'améliorer. Enfin, ça m'a permis d'ailleurs de m'améliorer en management parce que j'étais encore un petit peu trop attachée à moi, mes propres idées. Je voulais que ce soit fait comme moi je le ferais en fait. Il faut juste laisser les gens s'exprimer, il faut leur faire comme ils ont envie. Aujourd'hui, ma community manager, je lui laisse beaucoup de liberté. Un petit peu trop même ces temps-ci parce qu'actuellement, on est en réapprovisionnement de stock. Ça prend beaucoup de temps. On est en rupture de stock de notre produit phare. Donc, c'est un gros souci. Donc, je suis dessus tout le temps et avec les vidéos, je suis dessus tout le temps. Donc, elle est vraiment la pauvre. Elle est un peu à l'abandon parfois.
Parfois, j'ai même pitié. Mais je crois que oui, en management d'équipe, je peux encore m'améliorer, même si je me suis déjà améliorée en laissant les personnes exprimer leurs idées. Parfois, les idées sont juste meilleures. Et c'est Hmm, ça qu'on cherche aussi quand on construit une équipe. C'est pas des personnes qui vont venir te faire ce que toi tu veux à la lettre, c'est des personnes qui vont venir faire mieux. hmm. Non, non, Ouais. c'est trop cool qu'aujourd'hui tu es une community manager parce que c'est le truc que dès que j'en ai la possibilité, j'aime Ah, tellement déléguer parce que mm, ça prend tellement de temps et je suis pas non plus quelqu'un qui est très réseaux sociaux donc non, non, je te comprends, c'est moi trop. non plus. Moi non plus, mais avec nos activités, on est tellement obligés. Donc voilà. Donc, management. Autrement, je dirais aussi que bah, pour le reste, après, avec la crise sanitaire, ça n'a vraiment pas été facile, notamment le Mhm. réapprovisionnement de stock. Tout se passe très très bien pour la création de la prochaine de l'autre gamme, parce que je travaille avec l'ancienne directrice du labo et tout. Pour le réapprovisionnement de stock, j'étais encore avec l'ancien labo. Mhm. Ça n'a pas été facile. Donc, je pense que je pourrais m'améliorer. Je sais même pas comment faire, en fait, parce que tu sais, il y a des choses qui dépendent pas de toi. Parfois, je m'assois, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour que ça marche? Mais j'arrive pas à trouver parce qu'il y a des choses qui dépendent pas de toi. Mhm. Donc, mais je crois que le point sur lequel je devrais vraiment bosser pour que mon entreprise, en tout cas, aille de l'avant, c'est cette question de logistique, c'est cette question il faut que le réapprovisionnement de stock soit plus rapide, il faut que les choses soient plus rapides, il faut que, et c'est pour ça aussi qu'au départ, je sais pas, quand on parlait de posséder ces structures, moi, Mhm. pour moi, c'est vraiment une solution, quoi, Mhm. de plus passer par 10 000 prestataires. Non, totalement. Surtout que là, vu que t'as une grande partie de ton business en Afrique, c'est pas facile de, Mhm. genre, Ouais. enfin, de tout gérer toi-même, quoi. Mm. Non. Il y a Lolitissa qui dit comment gères-tu les services clients? Comment est-ce que je gère le service client? Actuellement, ma community manager gère également le service client, c'est-à-dire actuellement, on offre actuellement. Maintenant, c'est dans notre stratégie d'offrir 20 minutes de consultation aux personnes qui achètent un produit pour leur expliquer, enfin, s'ils ont des problèmes dans leur routine, ou aussi pour leur expliquer comment intégrer le produit dans leur routine. Donc, Mhm. elle, maintenant, elle gère les consultations. Elle fait ça lorsque une personne a un problème avec la commande. On va regarder, moi je vais regarder un petit peu où en est la commande parce que c'est moi qui ai les codes, mais c'est elle qui communique avec les personnes. Elle fait également à côté de ça la recherche de partenaires stratégiques, etc. Mais Ok. le service client, c'est plutôt elle qui le gère. Après, quand il y a des personnes, elle sait pas trop, bien sûr, elle me demande, mais maintenant elle est très autonome. En plus, elle apprend très très vite. Mhm. Donc, je peux dire que il est délégué avec elle. Trop, trop bien. Il y a une autre question de Self-Made with God. Combien vends-tu, enfin, tu vends combien de produits à peu près par mois? Après. C'est très difficile à dire parce que j'ai vécu une période actuellement où je suis en rupture de stock depuis des mois et des mois. Donc, ma stratégie marketing, en fait, j'ai fait une refonte et je n'ai pas eu l'occasion de la tester bien à fond. Actuellement, mon goal, c'est d'atteindre les 100 produits par mois. Je suis à moins de 100 produits par mois. Donc, mon goal, c'est vraiment d'atteindre les 100 produits par mois pour pouvoir notamment déléguer la logistique. Mais c'est vraiment difficile. Ça dépend des périodes. Ça dépend de beaucoup de choses. Et je peux pas le dire maintenant parce que j'ai pas eu l'occasion vraiment de mettre en place tout ce que j'avais envie Mhm. ces derniers temps parce que je n'ai qu'un seul produit déjà dans ma boutique. Donc, c'est pas représentatif. Comment ça, qu'un seul? Enfin, t'en as deux normalement, non? J'en ai deux, mais il y en a un qui est en rupture en fait. Et C'est ouais. oui, par rapport à ça, du coup, le stock, quel est le stock que tu avais au départ? En combien Moi, j'ai fait, tu voulais tu dis, quel est le stock que tu avais commandé au départ et en combien de temps est-ce que tu as pu l'écouler après? moi, j'ai commencé, déjà au départ, j'ai commencé en commandant un stock de 1000 unités par référence de produit. Ok. Sauf que, bah, ça n'a pas pu être fait parce que, avec tous les soucis qu'il y a eu, les fournisseurs ne pouvaient pas, on n'avait pas les moyens de payer les fournisseurs autant. Donc, ma production a été scindée en plusieurs parties. Au départ, quand j'ai lancé la marque en décembre 2019, Mhm. j'ai écoulé, je compte pas le crowdfunding parce que là, c'était 134 produits Mhm. environ que j'ai écoulé. Ensuite, j'étais plutôt à Noël, je crois que j'avais fait peut-être
presque 100 produits par mois, j'avais fait 80, mais ensuite c'est redescendu parce que c'était Noël et j'avais fait la communication et tout ça, mais après c'est redescendu à 30 produits par mois. Et d'ailleurs, les mois qui ont suivi, surtout, j'étais un peu choquée parce que je n'avais pas compris qu'en décembre, tu vends, enfin, qu'en janvier, en fait, c'est une période creuse. Donc, quand j'ai vu mes ventes redescendre drastiquement en janvier, j'étais complètement affolée. Donc, et après, c'est redescendu et j'étais à environ, lorsque j'ai fait ma refonte de stratégie marketing, j'étais, oui, dans les quarantaines, trentaines produits par mois. Ça variait vraiment beaucoup. Cool. Franchement, pour une marque avec deux produits et qui Tu débute. trouves? Mais justement, bah oui, franchement, pour moi, c'est beaucoup. Après, pour l'instant, j'ai pas encore mon site internet. Enfin, ça fait peut-être, si, j'ai mon site internet, mais ça fait très peu de temps que j'ai lancé mon site internet, donc je sais vraiment pas où est-ce que je vais me situer. Mais une trentaine, quarantaine de produits par mois, je serais très, très contente. Et du coup, par rapport à ça, je voulais demander, moi, personnellement, est-ce que tu as une stratégie marketing? Est-ce que tu payes beaucoup, tu investis beaucoup dans tout ce qui est publicité ou pour l'instant, c'est vraiment de l'organique, entre guillemets? Enfin, c'est-à-dire quelque chose que tu ne payes pas et c'est plus de la communication gratuite à travers les réseaux sociaux. Au début, j'investissais beaucoup, pas dans la publicité payante sur Instagram, etc., mais dans les influenceuses. Donc, Ok. j'investissais beaucoup, surtout au départ. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui m'a donné un coup de boost. Donc, Mhm. j'investissais surtout pour le lancement. J'ai investi pas mal auprès des influenceuses, mais Mhm. pas dans la publicité Instagram ou quoi. Ça, j'ai fait quelques fois, genre boost publication ou parfois j'ai fait une campagne, mais c'était vraiment pas dans ma stratégie initiale en tout cas. Mhm. Et maintenant, j'investis un petit peu moins parce que ça n'a pas de sens, parce que ça fait plusieurs mois que je suis en rupture de stock. Oui. Donc, je sais que je vais même pas vendre. Mhm. Voilà, ça, c'est mon produit phare en plus qui est en stock, en rupture. Donc, j'investis pas du tout en ce moment. Mais d'habitude, oui, dans les influenceuses. Maintenant, ça dépend. Je fais attention aux périodes. Parce que si c'est pour un grand boom, un lancement, quelque chose que, voilà, il y a un événement important, là, je vais payer Mhm. pour faire de la promotion. Par contre, le reste du temps, je travaille avec des influenceuses, mais de façon gratuite, je les paye avec le produit. Si c'est juste pour de la petite publicité, tout ça, enfin, travailler ma visibilité, également avoir quelques ventes. Mhm. Non, c'est plus des partenariats qui sont gratuits. Mhm. Et actuellement, j'ai mis en place un programme d'affiliation que je n'ai pas eu l'occasion de bien tester non plus, mais j'ai mis en place un programme d'affiliation avec certaines influenceuses qu'on a recrutées pour justement, enfin, le programme d'affiliation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait quand vous achetez un produit, si vous le recommandez à un proche, et que le proche achète via votre lien, vous avez un certain pourcentage de la somme. Donc, à la fin du mois, si vous avez bien communiqué, vous avez une petite somme, en fait, pour vous-même. Ouais. Et ça, on a trouvé que ça pourrait être bien pour les micro-influenceuses, enfin, les petites influenceuses, on va dire, qui ne sont pas rémunérées forcément. Donc, Mhm. on a une campagne avec elles qui va arriver, je sais pas quand, quand les produits seront là. Ah, trop trop bien. C'est cool parce que là, par exemple, je suis en train de me dire que pareil, enfin, j'ai trop envie d'investir de gauche à droite, mais au final, pour l'instant, j'ai surtout des dépenses qui sortent et pas Ouais, vraiment d'entrée. exactement. Enfin, j'essaye de voir un petit peu où est-ce que je dois mettre mon argent intelligemment et c'est vraiment difficile au tout départ, en tout cas, de gérer cette partie où ta trésorerie est très instable au tout départ. Et justement, je te rejoignais un petit peu au départ quand tu parlais de la partie financière et économique, c'est hyper important. Je pense que si quelqu'un entre dans son aventure entrepreneuriale en maîtrisant cette partie-là, ce sera vraiment un gros atout. Mais c'est bien Mhm. que tu puisses avancer comme ça, bah, juste en misant sur la partie influenceuse pour l'instant et que ça marche au final parce que travaille avec d'autres grandes marques, tu vois tout l'argent et tous les investissements de gauche à droite qu'ils font pour mettre leur marque en avant et que toi au final on te focusant non te Concentre. t'arrives quand même à avoir des revenus stables quand même. C'est trop trop bien. C'est trop, trop Franchement, ces temps-ci, pas trop stable. Après, c'est toujours en rapport avec cette rupture, mais je pense sincèrement que je pourrais faire mieux, hein. Moi, je suis pas du tout bien. impressionnée par mes propres résultats. Je pense que sincèrement, je pourrais faire mieux. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai oublié ma question. Non, ah oui, t'as pas mis en place un système de précommande ou juste
enfin, sur lesquels la personne peut s'inscrire pour ensuite être rappelée quand ton stock démarre ou juste des précommandes, comme ça te permet d'avoir quand même de la trésorerie. Mais tu sais que même j'envisageais de faire des précommandes d'une autre campagne pour mes produits qui vont arriver, que je devrais la mettre en place maintenant normalement. Mais ma première, je crois que je suis toujours traumatisée par ma première campagne de crowdfunding en fait. Non mais c'est vrai, c'est trop bizarre. Je n'arrive pas, je n'arrive pas à utiliser le terme précommande ou j'arrive pas. J'ai vraiment un sérieux blocage par rapport à ça. J'ai peur que je dise une date, que ce soit pas la bonne date. Je pense que j'ai vraiment un blocage par rapport à ça, mais c'est ce que je devrais faire en fait. Je devrais faire comme tu dis, mettre en place un système de précommande. Là, ce qui est prévu, c'est juste de rappeler les personnes qui nous ont demandé, voilà, de les tenir au courant, mais pas de précommande mise en place. Non, mais c'est juste moi par rapport à mes propres blocages dans ma propre tête. Ok, ok. Il y a Maï, qui demande: Coucou Josiane, comment fais-tu? Comment tu fais pour le côté frais de livraison? C'est-à-dire, souvent, on a peur de mettre le même prix que celui de la poste parce que ça freine les clients. Comment faire? Au départ, quand j'avais une stratégie financière minable, je me disais, je vais prendre en charge une partie des frais de livraison. Donc, je prenais, je crois, 1,99 € à ma charge de frais de livraison, ce qui faisait que j'avais des frais de livraison affichés sur le site qui étaient quand même pas mal. Quand je me suis rendu compte d'à quel point je perdais de l'argent dans tout ça et que ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Maintenant, j'affiche les vrais taux de livraison, les vrais frais de livraison sur le site. Mhm. Donc, pour le moment, enfin, avec notre crème lavante, en tout cas, on a des gens qui continuent à acheter la crème lavante avec ces frais de livraison-là. Ce que je fais plutôt, c'est que je fais des promotions, en fait. Je fais une livraison gratuite à tel moment. Ou Mhm. ça, c'est comme ça que je fonctionne, plutôt par promotion que par de façon permanente. Les frais de livraison sont pas parce que je perdais vraiment trop d'argent, ça m'arrangeait pas du tout. Non, totalement. C'était vraiment le point le plus important pour moi aussi, sachant qu'au départ, j'avais qu'un seul produit cosmétique même. J'ai lancé la serviette à côté aussi, mais c'était vraiment pour me permettre de pas avoir ce côté où, quand tu es un e-commerce et que tu dois vraiment livrer un seul produit, ou même que ce soit pour le client ou que ce soit pour toi, ça revient assez cher. Donc, non, non, je te comprends totalement. Et pareil, pour l'instant, j'ai la livraison offerte à partir d'un certain montant. Mais j'avais pensé aussi à inclure la livraison dans le prix directement. Et pareil, c'est pas forcément hyper intéressant, mais c'est vraiment un point hyper important. Mais du coup, tu passes uniquement par la poste ou est-ce que, comme d'autres personnes, tu passes aussi par Mondial Relais pour proposer ou des points relais en général pour avoir enfin, des taux un peu plus intéressants? Juste là, je passais par la poste. Avec Colissimo, j'avais droit à Colissimo Relais. Donc, je proposais sur mon site, mais lorsque j'ai fait une refonte sur mon site, je suis passée de WordPress à Shopify. Et là, c'est moins flexible en fait pour mettre, j'ai l'impression, parce que c'est payant pour mettre en place le Colissimo Relais. Ok, je l'ai pas fait, Ouais. ouais. De ce que j'ai compris. D'ailleurs, si quelqu'un a une solution pour moi ou quoi, s'il y a une solution gratuite pour les Colissimo Relais, mais j'ai demandé à l'assistance et tout ça, bah, toutes les solutions que je vois sont payantes. Mhm. Donc, actuellement, je n'ai que, depuis quelques mois que j'ai fait ma refonte, Mhm. je n'ai que le Colissimo même. J'ai pas d'autres prestataires. Ok, wow. Mais Colissimo Relais, c'est-à-dire c'est pareil que Colissimo, sauf que c'est en point relais aussi? C'est ça. Et Ok. oui, et c'est donc moins cher pour le client. Et c'est tout géré par la poste. Ok, ok, stylé. Ça te permet d'avoir un seul prestataire et de te concentrer sur Oui. ça. Parce que moi, au final, sur mon site internet, ce qui est le plus choisi, parce que bien sûr, c'est les frais de port les moins chers, c'est Mondial Relais. Ouais. C'est pour ça que je Ouais. mets ça en avant. Et au final, c'est pratique. C'est aussi pratique que Colissimo. C'est vrai que ça n'arrive pas directement chez toi, mais c'est très pratique. Donc, je connaissais pas Colissimo Relais. Hyper Ouais. intéressant. Bah, je devrais faire ça, je devrais faire Mondial Relais. Peut-être que ce sera pas cher, pas payant à mettre en place sur Shopify, je sais pas. En fait, tu peux proposer toi-même, tu peux le mettre dans tes livraisons parce que je passe aussi par Shopify. Tu peux le proposer dans tes livraisons en tant que mode de livraison, mais après, c'est à toi Ouais. de et de passer sur la plateforme Mondial Relais si tu veux pas payer. C'est-à-dire que tu rentreras l'adresse de la personne à chaque fois sur Mondial Relais. Mais sinon, ils proposent également une application payante. Je crois que c'est 9 euros par mois ou un truc comme ça. Ou direct, tu le connectes à ton site internet Shopify. Et du coup, je pense que tu auras la connexion où la personne pourra choisir directement le point relais dans lequel il veut être livré. Et à partir d'un certain nombre de ventes par mois aussi, c'est pour ça que je trouve ça impressionnant que tu aies un nombre à peu près régulier.
tu auras encore des frais de port beaucoup plus bas. Donc c'est intéressant aussi. Mais en tout cas, oui, tu peux le faire gratuitement sans avoir la connexion directement de Mondial Relais sur ton site internet. Mais si tu veux le connecter, c'est 9 € par mois et Ouais. ça dépend du nombre de ventes que tu as. Ouais, bah je crois que Colissimo c'est un petit peu plus cher, mais je devrais trouver un système similaire. Enfin, je vais creuser la question. Non, pas de souci. Bah, du coup, on approche. Bah, moi, j'ai plus de questions personnellement. On approche la fin du live. Ça fait quasiment 2 heures qu'on est en live. Du coup, si vous avez d'autres questions rapidement pour Josiane, n'hésitez pas à les poser. C'était hyper intéressant. Sinon, Josiane, mais waouh, franchement, ton parcours, encore une fois, ça me motive. Là, je me dis, les problèmes que j'ai, c'est vraiment rien par rapport à ce que toi, tu as vécu. Donc, ça me motive vraiment. Il y a encore Self-Made with God qui pose une question. Du coup, les filles, vous stockez vos produits chez vous? Bah, je peux commencer à répondre. En tout cas, moi, dans mon cas, oui, c'est chez moi. Du coup, moi, j'ai eu un minimum de commandes de 500 produits. Je croyais que ça allait être beaucoup pour être stocké chez moi. Au final, ça va. Mais oui, en fait, au départ, je me suis dit que j'allais mettre ça dans un local de stockage. Et au final, je me suis rendu compte que ça coûtait cher pour rien et que j'ai réussi à pouvoir stocker ça chez moi. Mais c'est vrai que sur le long terme, j'aimerais avoir un local de stockage. Mais du coup, pourquoi, Josiane? Moi, j'ai un local parce que je me suis dit au départ, bon, ça va être beaucoup aussi. Donc, non, je stocke pas chez moi. Ok. Votre live respire la sincérité, la bienveillance. Bravo les filles, go go go. Oh, c'est trop mignon, merci. Merci. Merci Jess, Muriel, merci à toi. Penses-tu faire vendre tes produits chez un revendeur e-commerce, je crois que c'est ça. Chez un revendeur. Oui. Du coup, est-ce que tu veux passer par des distributeurs ou est-ce que du coup tu veux vraiment te focaliser sur toi, ton site internet? J'ai déjà des distributeurs en fait. Oui. Donc j'ai quelques salons de coiffure concept store et aussi en e-commerce sur la plateforme Joka par exemple récemment. Mm. Et si j'ai déjà des distributeurs e-commerce, est-ce que je voudrais encore y passer maintenant, depuis que j'ai fait une refonte de stratégie financière, j'évite au maximum les revendeurs. Parce qu'en termes de marge, c'est pas très, très intéressant pour moi. Mais pour sélectionner les revendeurs, il faut vraiment que le revendeur ait une grosse communauté ou puisse me commander beaucoup de produits. Sinon, si c'est pour quelques produits et en plus me bouffer 3 tonnes de marge, non, 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 non. Donc maintenant, oui, je suis toujours ouverte, mais je choisis rigoureusement, plus rigoureusement qu'avant. C'est la question que j'avais justement parce que pareil, je me suis fait approcher par des distributeurs ou juste moi également, j'ai pensé à me dire que si j'arrive à être dans tel ou tel magasin, ça pourrait être intéressant. Mais du coup, j'avais travaillé pour une marque de cosmétiques avant et ça m'avait assez marqué parce que ils étaient contactés par des box beauté hyper connus en France. Ils étaient contactés par plein de grands distributeurs et ils refusaient à chaque fois. Et je me disais, mais pourquoi en fait ils demandent tellement de produits? Surtout les box beauté. Mais oui, surtout tu vois la marge ils te prennent. Exactement, en fait, c'est que, enfin, au niveau de la marge qu'ils te prennent, tu vends ton produit quasiment nul. En fait, t'as aucun intérêt au final à collaborer à part au niveau Non, de quoi. non, mais même, je vais te raconter une bonne histoire. La première fois que je me suis fait approcher par une box beauté, ils me demandaient quoi? Ils me demandaient 400 produits Ok. pour mettre dans leur box, 400 produits de chaque référence, 400, et avec un code promo. Et devine à combien ils m'achetaient les produits? À zéro. C'était gratuit en fait. Je devais leur donner 400 produits. 400 produits qu'ils allaient mettre dans leur box et je leur disais, mais c'est quoi? Ils disaient, en fait, ils te font passer ça pour quelque chose, une stratégie marketing parce qu'ils Ouais, disent qu'après, tu vas avoir des ventes. Sauf que quand tu leur demandes des chiffres qui ouais. prouvent qu'il y a des résultats, ils n'ont pas de chiffres. Ça pour moi, c'est le summum du non-respect, quoi. C'est le summum c'est pas possible. 400 produits. Et en plus, au départ, moi aussi, enfin, quand tu disais tout à l'heure, je suis super naïve, mais moi aussi, enfin, tout le monde, quand tu connais pas, au départ, je me disais, ah, peut-être que c'est intéressant. Et à un moment, je leur ai dit quand même 400 produits. Non, ça, c'est mort. Peut-être une cinquantaine, et encore pas de chaque. Une cinquantaine en tout. Et à un moment, ils ont dit oui, oui, oui. Et quand ils ont dit oui, je me suis dit, c'est bizarre. Quelqu'un qui accepte 50 produits alors qu'au début, on était à 400, je me suis dit, c'est bizarre. Et après, j'ai commencé à leur dire, bah, c'est quoi les chiffres, les personnes avec qui vous avez bossé, quels résultats ils ont eu, qu'est-ce que machin.
et ils disent, ah, vous savez, on peut pas comparer, c'est difficile à dire, vous savez, et ils m'ont dit, telle marque a travaillé avec nous, vous avez vu comment elle a percé? Oui, mais Mhm. comment je sais si c'est grâce à vous qu'elle a percé ou si c'est grâce à sa propre com? J'ai trouvé ça trop bien. Du coup, les box beauté maintenant, c'est non. Non, tellement, surtout si, je pense que ça peut être intéressant si tu veux vraiment gagner en visibilité et que si tu as les moyens financiers d'assumer au début et de te porter toi-même avant d'attendre les rentrées d'argent. Mais par exemple, moi, justement, c'est la question qui m'a tournée vraiment au tout début, dès que j'ai fini ma campagne de crowdfunding, c'est de me dire que est-ce que je cours vers les distributeurs ou pas? Et au final, je me suis dit que même si je vends qu'un seul de mes produits avec le taux de marge que je me suis fixé sur le site internet, si je vends 10 produits avec un taux de marge vraiment nul, ça ne sert à rien et je ne pourrai jamais développer ma marque. Et surtout moi qui est totalement autofinancée, j'ai pas de prêt bancaire ou je n'ai vraiment aucune autre ressource. C'est pas forcément intéressant pour moi de vendre peut-être 400 produits à un prix même si ça me fait gagner de la visibilité. J'aime pas. Mhm. Non, non, totalement, c'est hyper important. Mhm. Euh, quelle marge demande-t-il généralement? Bah, justement, dans le cas de Josiane, apparemment, même pas de marge. 100% de marge. Et, c'est toujours quelque chose que vous pouvez négocier, donc et ça dépend énormément des distributeurs. Donc ne vous dites pas non plus que c'est quelque chose que vous ne devez pas appliquer. Ça dépend aussi si c'est plutôt un revendeur e-commerce, un revendeur en magasin, une box beauté. Ça dépend vraiment. Du coup, demandez toujours. Et après, vous voyez, c'est vraiment de la négociation. Et je crois qu'en fonction des marques, ça varie. Donc essayez quand même de voir. Et après, vous faites votre propre avis. Euh, Sinon, et derrière, ils font payer leurs clients. Bah oui, bien sûr. Non, mais c'est ça le manque de respect dans tout ça. C'est ça le summum du. Oh, totalement. Euh, je ne sais pas si du coup vous avez d'autres questions. Sinon, je pense qu'on va arrêter le live là. Il était tellement intéressant. Franchement, je vais pouvoir. La première fois, j'ai pas réussi à enregistrer mon live. Là, il faut Ah, que je l'enregistre. Le perdre, c'est trop intéressant. Et donc voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va arrêter là. Merci énormément, Josiane. C'était beaucoup. merci à toi. Et j'espère que peut-être dans un an, on va refaire un live, on va parler, on va voir l'évolution encore On plus va faire en direct de nos yachts. la bonne partie. Non, mais carrément, carrément, grave, 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 j'espère. Mais trop intéressant ce live, il était trop intéressant. Il y a tout le monde qui dit les filles, vraiment, le live top, ça motive. Mais oui, ça motive tellement. Merci pour le partage. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci à vous. Euh, Très bonne continuation à vous, que de bonnes choses. Merci. Merci à tous. Bon bah voilà, je pense que c'est juste pour vous prévenir à tous, j'aimerais réaliser des lives régulièrement. Je vais essayer une fois par semaine. J'ai plein d'invités que j'essaye de motiver, qui se montrent vraiment, mais que j'essaye de motiver. Donc à partir d'aujourd'hui, j'espère que ce sera quelque chose de régulier et une fois par semaine au moins, je réaliserai un live avec une personne hyper intéressante comme Josiane. Donc merci encore d'avoir été présente. Merci à Josiane. Merci de m'avoir invité. Merci tout le monde d'avoir participé. C'était vraiment sympa. Ah, trop bien. Bah, la seule chose que j'aimerais te demander de l'aide. Est-ce que là, je dois fermer et après Instagram va me demander d'enregistrer, c'est ça? Je coupe moi-même le ferme et après ils vont me demander direct j'enregistre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, trop. Ok, bon bah je vais couper. Courage, Euh, courage. Merci beaucoup. Merci encore pour ce live, Josiane. Passe une bonne soirée. Avec plaisir. Bonne soirée. Bonne Euh, soirée. Ciao.